Let's go. Salut à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus. On s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. D'où la création de ce podcast Pop Culture Experience. Aujourd'hui, journée un peu spéciale parce que je reviens de studio où j'ai enregistré un son. Ça n'a aucun rapport, mais je vous partage ma vie parce que ça fait plaisir de parler. Ça fait plaisir de parler. Je partage des bonnes nouvelles. Voilà. J'espère que vous, ça va. Aujourd'hui, si vous avez écouté l'extrait, pas écouté l'extrait, c'est pas très grave, écoutez-le. C'est François Martinez, comédien, humoriste, stand-upper, magicien, chouette gars. On a bien rigolé, on a beaucoup parlé surtout. Ce qui m'a forcé, ça m'a pas rien forcé du tout, mais d'une suggestion de François, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé l'épisode en deux, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de cet épisode, on parle de geekerie en puissance, on parle d'affirmation et d'acceptation de soi, on parle de transmission notamment, mais on parle de plein d'autres trucs. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec François, ciao. Oui, je montre J'ai pas une tasse Harry Potter. Mais tu vois, c'est un cadeau d'anniversaire de ma fille. Ah, elle est mortelle, ta fille. Quel âge elle a ? Elle a 8 ans. C'est une fille bien. C'est une fille bien, n'est-ce pas ? Forcément. Oui, je ferai mes petites intros après, tranquillement, et puis voilà. Attends, je bois une gorgée de café. Ah, mais on fait... Je fais aucun montage, je vais tout publier comme ça direct. Voilà, si tu savais. En fait, l'avantage quand t'es pas connu, c'est que tu t'en bats un peu les couilles. C'est quand il y a des dossiers qui ressortent après, tu sais, dans 10 ans. Bah ouais. Alors, Arthur on m'a pas demandé souvent de couper des trucs, mais c'est arrivé une ou deux fois, à part si tu dis des conneries très grosses. Si mais, tu sors une énorme dinguerie en disant j'ai oublié qu'on n'était pas dans un salon. Faut qu'on note le timecode du truc, mais ouais, ça m'est arrivé que 2 fois, je crois. Une parce qu'il y avait un truc légal et une autre fois parce que vraiment il y avait une dinguerie. Bon, je dirais, enfin, c'est pas la peine que j'en parle. Non, mais bon. Ça, c'est les archives cachées du podcast. Ouais, c'est vraiment ça. Pop culture. Bon, salut François, bienvenue. Salut, bonjour. Chez moi, du coup. Ouais, c'est trop bien. Je kiffe. C'est un appart parisien. Ouais, un peu plus moderne que d'autres trucs. Ouais. Le centre de Paris, mais je veux dire dans la superficie et configuration. Ah bah oui, la superficie, mais c'est une catastrophe. Après, si tu vas plus grand que ça, les loyers, c'est déjà ça. une cata pour cette surface-là. Il y a 50 mètres carrés pour vous dire, donc c'est déjà une catastrophe en termes de loyer. C'est un enfer. Déjà, moi, avec 32, j'ai l'impression d'être riche. Mais c'est une folie. Et en plus, comme ça marchait pas trop mal, on s'est foutu d'acheter une maison, donc on a une traite de maison aussi à la campagne. Bonjour. Mais du coup, c'est des bons problèmes. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion. Là, on est dans une période un peu chargée, donc tu as de la fatigue énormément, etc. Et donc, tu en es à te plaindre en disant putain, j'ai de la fatigue. Puis après, tu te dis mais je suis fatigué parce que j'ai plein de taf. C'est génial en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être con pour dire que c'est de la merde. Mais c'est l'habitude, je crois, le petit réflexe de se plaindre permanent. Je crois que tu as un bouquin qui existe comme ça. Sur les gens qui se plaignent. Je crois que c'est les trucs américains de coaching de vie, 21 jours, machin. Et j'ai décidé d'arrêter de me plaindre, je crois, le titre du truc. Ça me parle. Je suis en train de me frotter les yeux avec du baume Saint-Bernard. Allez, top. Eh ben écoute. Top. Je vais faire ce podcast avec Gilbert Montagnier. Ouais, exactement. T'as vu Gilbert Montagnier d'ailleurs là ? Allez, petit 30 000 balles d'amende. Ça va, 30 000. Mais c'est ça qui est fou. Surtout ce qu'il a palpé avant. Tu te dis, ça fait je sais pas combien d'années elle a cette chanson, donc ça veut dire qu'il y a un arriéré de droit touché. T'as écouté le son original ? C'est pas flagrant. Hein. Moi, ça m'a. Je suis nul en musique. Le refrain, c'est fou quand même. Hein. Il y a. Ouais. Après, les mecs se sont dit, écoute, à l'époque, il n'y a pas Internet. L'intro, c'est la même. Et le refrain, c'est le même. En termes de top line, enfin de mélodie, c'est la même chose. Donc ça, on va appeler c'est quoi ? C'est un copy, c'est l'équivalent du copy comics mais chez les musiciens. C'est toi copy comics. J'aurais tellement aimé. Copy comics, c'est vrai que ça a été un débat. Bon, c'est qui copy comics, François ? Enfin moi je sais même pas. Tu vois, mon degré de notoriété fait que j'ai même pas l'espoir de pouvoir faire. Je sais qui c'est. Beaucoup de gens ont été suspectés. L'avantage quand t'es pas connu et que t'es pas dans le milieu, c'est que les mecs ils se disent voilà. Ça a permis. En fait, c'est marrant parce que ça a fait une espèce de buzz à un moment. Je pense que ça n'a pas fait de ménage particulier, mais je pense que ça a obligé les gens
à se questionner sur leur façon de travailler, quoi. Ouais. Donc tu te dis, attends, cette vanne-là, je l'ai entendue là. Et aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire qu'on a des espèces de vannes un peu faciles, automatiques. Surtout quand tu fais beaucoup de comedy club. Ouais. Les mecs qui font des chauffes, ils ont des gimmicks un peu voilà, comme voilà. Tu vois, ça t'en fait tousser tellement. Tu vois. Ils ont des petits gimmicks un peu répétitifs. Ouais. Et puis finalement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils absorbent comme des éponges et ils ressortent inconsciemment le truc en se disant cette vanne, elle est tellement incroyable, mais elle est pas de toi en fait. et c'est très compliqué de remonter cette généalogie d'une vanne. Et je pense que le mec qui a fait Copy Comics, c'est juste un gars qui a une culture incroyable. Et du temps. Je pense qu'on a tous du temps. Tu sais, quand tout d'un coup, tu t'es trouvé une espèce de petit cheval de bataille. Est-ce que le temps, c'est un choix ? La façon de l'exploiter, oui. Parce que le temps, il est défini par quelqu'un d'autre que nous. C'est-à-dire que c'est 24 heures par jour. Mais c'est ce que tu vas en faire, quoi, qui est super important. Donc, je pense que manquer de temps, c'est juste un problème d'organisation et de priorité. On arrête le podcast là-dessus. Très très bien. Merci beaucoup François d'être venu. T'as le mec et tout. Bonjour, je suis votre nouveau coach de vie. Nouvel coach de vie, ostéo, humoriste. Bon les amis. J'ai fait 8 métiers, donc si tu veux, tu vas nous raconter. Non mais on y va, on est en plein dedans. De toute façon, je vais tout diffuser. Aujourd'hui, je reçois François Martinez. Ouais. J'ai quelqu'un avec un Z, il m'a dit on dit pas Martinez, on dit un autre truc. Mais bon, ouais, je sais plus ce qu'il m'a dit. C'était un con, je pense. Je sais pas, c'est peut-être juste un mec qui était très très attentif tu vois. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui zozote à la base et qui a décidé de bannir tous les de sa vie et il a dit non, t'es Martinez. Non, Martinez. Ouais, c'est origine ibère très prononcée. Moi, je suis à 50% de Rennes. Purement de Rennes. C'est ça. Il y a eu de l'import. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, mon père est allé se perdre. En Bretagne. Il y a eu du chemin. Putain, si on doit remonter ça. Mon père est né en Algérie française, donc il y a eu cette migration. Quand il y a eu l'Algérie n'étant plus française, les gens qui vivaient sur le territoire ont dû faire un choix, soit, à mon avis, de grandes chances de ne pas y vivre très longtemps en restant, soit à partir. Et en gros, mon père, comme il dit, il a 10 ans, je crois. On leur dit vous partez en vacances, prenez vos valises, t'es sur le bateau, puis c'est sur le bateau, on dit allez regarde une dernière fois ce pays parce qu'il y a de fortes chances que tu ne vois plus jamais. Et ils sont arrivés en région parisienne. Donc voilà, et puis mon père a dû rencontrer ma mère, je crois, au lycée, donc région parisienne, et puis mon père s'est barré en Bretagne, taffé, à Rennes. Ma mère l'a rejoint, et je suis né là-bas. Donc, je suis vraiment même pas, j'ai rien de breton à part le fait d'être né là-bas, d'avoir grandi là-bas. Et j'ai mis une marinière aujourd'hui, putain, c'est honteux. Et presque une couleur de ciré, mais c'était pas un ciré. Non, jamais. Je me suis fait, c'était un petit cadeau de toi à toi. C'était de moi à moi. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup. On a des époques de disette, on va dire. Ouais. Et là, je me suis fait un kiff il y a quelques mois maintenant. C'était en mai. Moi, j'avais jamais vraiment voyagé seul de ma vie et j'avais, je crois, 20 jours de pause. C'est-à-dire, j'avais 20 jours où je jouais pas, ce qui était pour moi un truc hallucinant. Et en fait, un mois avant, j'ai fait vas-y, je suis célibataire. Ce que je fais, c'est simple. Je prends un billet d'avion, je me casse à Montréal, je pars jouer à Montréal. Je vais à l'arrache. Et en jouant là-bas, en fait, j'ai gagné. J'ai la chance d'être payé. Convenablement, et je me suis dit vas-y, fais-toi un kiff, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas acheté un truc, et voilà. J'ai découvert que j'ai une passion pour les vestes et les chaussures. Allez, top. Donc il va falloir que je grandisse. J'ai remarqué un changement de... Non mais attends, c'est pas de ça dont je veux parler, je vais en parler après. Changement physique. Ouais, j'ai remarqué un changement de tenue et de gueule. Ah ouais, non, ça c'est... Ah oui, par rapport aux affiches. Par rapport aux... Non mais même j'aime pas tous tes pieds sur les réseaux avant de recevoir quelqu'un. Non, mais sur les réseaux publics, je veux dire, l'Insta professionnel, puisque c'est pour ça que tu t'en sers principalement, je pense. De ce qui existe. Hein. Voilà. Et vraiment, on voit une transition. On était vraiment hipster parisien maintenant. C'est vraiment non, en fait, de ce que tu avais avant. En fait, je crois que c'est surtout... alors, ce qui est très drôle, en fait, c'est que si je fais le bilan de ce que je porte comme fringue aujourd'hui, je m'habille comme quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire que c'était la mode quand j'avais 18 ans. La mode est un cycle éternel. C'est ça, et c'est un enfer. Mais après, moi, ça me va très bien, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de faire des changements. C'est juste qu'il y a eu pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai enfin pu
arrêter de m'adapter à mon environnement et d'essayer de cocher des cases. Donc, je me suis libéré. Et dans cette phase de libération, il y a eu allez, je vais me racheter des fringues de couleur et des trucs qui me plaisent vraiment comme je kiffe. Tu vois. Donc, je me suis acheté mon premier Teddy à 44 ans. Et j'ai une anecdote de ouf là-dessus. Parce que on peut digresser comme on veut. Bien sûr. On s'en fout. Y a pas... Toi, tu structureras après. Moi, j'ai 4 questions globales qui structurent. Tu sais que t'as le mec le plus bavard de la Terre en face de toi. Je vois, mais en fait, ça tombe bien parce que c'est juste le but du truc. Ok. Et après, quand c'est chiant, je te couperai. Voilà, je te dirai, bon, alors, on passe à un autre sujet. S'il ne me coupe jamais, c'est que ça va. Et non, mais moi, j'avais une contrainte de temps, mais mon médecin a décalé ma séance de médecin. Je l'ai appelé à 17h15. Attends, écoute-moi bien. J'ai réservé hier pour aujourd'hui 17h15 en me disant, bon, voilà, ça laisse un peu le temps. Si jamais le gars est en retard, et que ça, t'es le premier qui arrive vraiment bien en avance et c'est très plaisant. Merci. Et elle a décalé la séance au 14 janvier. Ah ouais, c'est pas un petit décalage. Pour une otite, ouais, vraiment. Ah, t'as une otite une suspicion d'otite. Ah oui, bah t'auras le temps d'être soigné d'ici là, le temps que l'inflammation descende. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense qu'elle va arriver et dire pourquoi vous venez. Vous êtes. Et bah pour la prochaine otite. Donc j'ai pas de sujet de temps, mais voilà, donc tout va bien. Ouais, la ponctualité c'est important pour moi, parce que le temps perdu se rattrape pas. C'est ce qu'on disait au début, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Donc, moi je dis souvent à ma fille, quand t'arrives à l'heure, c'est que t'es déjà en retard. Ouais, après faut pas être. En fait, faut jamais oublier que si t'es trop en avance, tu peux aussi. C'est envahissant, c'est-à-dire que si la personne n'a pas prévu, bien sûr. Elle t'attendait pas, mais faut aussi se caler un peu. Mais surtout que là, j'avais plus de batterie. Donc j'avais qu'une angoisse, c'était de me dire putain. Donc j'avais appris par cœur ton numéro de téléphone, les codes de l'immeuble, le truc pour essayer le plan, tu vois, pour me dire j'ai pas de téléphone. Encore de la batterie en arrivant. Ouais, mais c'est toujours anticipé. Il faut combien de pourcents? Je crois qu'il me restait 8%. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais. Là, je suis un hyper consommateur de téléphone, donc c'est vrai. J'ai défoncé ma batterie et chez moi en fait j'avais plus de tête de chargeur. Donc j'ai essayé de brancher sur ma télé, mais en fait c'est le truc où tu le branches, il est à 44%, une heure après il est à 45%. Tu diras, elle est pas puissante cette télé. C'est pas une ouf télé. Faut changer de télé, François. Ouais, c'est pas. Non, elle est bien. En fait, à la base, c'est juste que c'est pas un chargeur d'iPhone. C'est fou qu'une télé ne charge pas un téléphone. Pas la même fonction, bordel. Bon. Donc je te disais, mon premier Teddy, en fait, quand j'étais gamin, je vois le flic de Beverly Hills. J'ai 45. Donc tu vois, je pas. Disons que ça fait 1 an et demi où je me fais des kiffs. Mais quand j'étais gamin, je vois le flic de Beverly Hills 2 et je trouve que le Teddy d'Axel Foley est fabuleux. Et puis j'avais toujours eu ça en tête, mais ça coûtait quand même assez rush et tout. Ouais. Et il y a pas longtemps, j'étais avec une pote dans Paris. Maintenant, t'as des thunes. Elle est. Alors, j'ai pas des thunes. Je gère mes économies très différemment. C'est-à-dire que je suis très attentif, mais j'oublie pas que si tu te fais pas de kiff, tu vis dans la frustration permanente. Aussi. Et putain, il y a un moment où tu pètes des câbles. Donc, je préfère ne jamais péter de câbles. Mais mon côté végétarien m'a aussi fait un peu vegan. On fait attention aux secondes vies, machin et tout. Donc, je discute avec une pote qui est maquilleuse et qui est habilleuse pour la télé et tout. Donc elle a des bons plans. Et à un moment, je lui dis, moi je rêve d'avoir un Teddy depuis que je suis gamin, machin et tout. Elle me dit, écoute, on est à 100 mètres d'une friperie qui s'appelle Épisode, là, qui est rue Ticton. Ouais. Et elle me dit, vas-y, on va passer. Et on passe devant, il y a un Teddy incroyable sur un mannequin. Donc il y a des fleurs, il y a quoi dessus? Non, je sais pas, les couleurs sont chouettes, il est un peu moutarde, c'est atypique et tout, quoi. Et donc je dis, ouais, vas-y. Donc je rentre et je dis à Lana, excusez-moi, combien coûte le Teddy? Elle me dit, faut aller voir en rayon, il y a tous les Teddy, vous verrez, les prix sont dessus, parce que là, le Teddy est tout en haut sur le mannequin, je peux pas le descendre. Ouais. Donc je dis ok, je vais voir, et puis je trouve les Teddy, 50 balles le Teddy, je me dis ça va, je suis pas en train de me ruiner. Et puis je vois un autre Teddy noir, trop beau, j'ai dit allez, bon, je prends celui-là, puis après je fais bon allez, ça fait 30 ans que je veux m'acheter un Teddy, j'en prends 2. Je me barre avec 2 Teddy. Et je rentre chez moi et je me dis allez, je vais quand même voir l'économie faite par rapport au Teddy d'origine, et je me rends compte que le deuxième Teddy que j'ai acheté, c'est celui du flic de Beverly Hills 2, exactement. Sans le savoir. Donc j'arrive chez moi, j'enfile le Teddy, je me trouve trop beau et tout, puis je fais une recherche, je me dis putain, c'est Détroit, c'est incroyable. J'étais comme un dingue. Le hasard de ouf. Quoi, ouais, c'est marrant de te dire que c'est des petits hasards un peu chelous. Des gens, moi je suis pas trop sur je suis pas trop attentif aux signes de la vie, mais il y a un moment tu dis quand même, quelle était la chance que mon premier Teddy ce soit ça? Parfois quand même, hein. T'as vu à quel âge flic de Beverly Hills?
à sa sortie, je suis allé le voir au ciné. Mes parents étaient des cinéphiles de ouf. Et on allait au ciné au moins une fois par semaine. Et on allait au vidéoclub tous les vendredis. Et j'ai vu, je crois, les flics de Beverly Hills. Je me demande si je les ai pas tous vus au cinéma. Ouais. Je me sens vieux quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que t'as plein de gens qui te disent ah bon ? Mais c'est pas un vieux truc, ça, tout pourri qui... Oh là, j'ai coupé le micro pendant que tu parlais, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Tu n'es pas le premier à vouloir me bâillonner. C'est pas grave. J'ai fait beaucoup de soirées SM. Pardon. J'ai fait beaucoup de soirées SM. J'ai coupé François parce que j'ai pas checké mes réglages avant. J'ai coupé François. Tu sais qu'elle peut être très mal interprétée, cette phrase. Je ne suis pas circoncis. J'ai complètement la blague, mais voilà. Attends. Ou j'ai ça. Voilà. Ah putain, tu vas le faire souvent. Et sinon, j'ai ça. Oh la vache, Philippe Corti, t'as l'impression d'être... Je viens de changer de table et je découvre mon monsieur matos. A des boutons de couleur. Vous imaginez regarde bien. Attention, il change de nappe. Non. Ça ça change que ta voix. Ça change que ma voix. C'est scandaleux. C'est nul, je suis déçu. C'est nul. C'est une catastrophe. Bon, ne faisons pas ça. Vous avez vu les enfants, ce que ça donne quand on a un jouet? La drogue, c'est mal. Les geeks, vous leur mettez un jouet dans les doigts avec des boutons, c'est un enfer. C'est dommage que ça change pas, que ça change que ma voix. C'est extrêmement décevant. Ça prend qu'une piste en fait, c'est ça peut-être? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on s'en fout complètement. La mienne est suffisante. Bon, François, je te raconte le podcast ou pas? Allez, t'as regardé parce que on est parti. Mais non, mais ça fait déjà 14 minutes et on est très content. Et j'ai pas dit un truc passionnant, Martin. Alors si, je trouve que l'anecdote du Teddy est marrante puisque tu parles du flic de Beverly, je trouve ça rigolo. Mais on a même commencé avant, on aurait pu dire tout ce qu'on s'est dit avant dans le podcast et ça fait partie du truc. Est-ce que ok, vas-y. Bonne journée. T'es sûr que c'est un médecin pour une otite que tu veux? Tu veux pas un orthophoniste ou un truc comme ça? C'est des bonnes adresses. Et c'est un mec qui est pas un pro de l'articulation qui me dit ça. Et pourtant, alors que le micro en radio, sur scène et machin, etc. On te dit encore articule et bien tout. sûr. Ou pas Bien sûr. Tu demandes à ma collègue Aurélie de Rire et Chanson tous les jours, elle me regarde, elle fait articule. Et d'ailleurs, j'ai conclu ma chronique de ce matin là-dessus, sur cette vanne-là. Tu fais des chroniques en live tous les matins? Non, pas tous les matins. Sur les matinales de Rire et Chanson, je crois qu'on est une équipe de 14 humoristes. Donc globalement, on a deux matinales par mois. Ok. Donc ça me fait 2 chroniques par mois à faire, plus je chronique aussi dans une autre émission de la chanson qui s'appelle l'Afterwork, qui elle se déroule sur une semaine, donc tous les soirs à 17h pendant 15 minutes, et donc là j'en fais une par mois, et j'ai une chronique à faire dessus, et sinon c'est du talk classique, quoi. Bon, trop bien. François, on se connaît pas du tout. Non. On se rencontre via une amie commune qui nous a mis en relation. On peut pas dire son nom. Son prénom. Son vrai, tu veux on va dire. dire son vrai nom parce que on peut dire son Twitter. Son Twitter et son Insta. Ça n'existe plus Twitter, son X. Son X. Elle est plus active d'ailleurs sur elle a 2 noms et c'est Boulet de Canon ou Eau de Javel. Mais Eau de Javel 76 je crois. 79. Bah désolé, pardon. Non, c'est mon année de naissance, pour ça que j'ai la. C'est pour ça qu'elle a mis 79 du coup. Ah bah non, parce que je crois de la même famille. Fait bien avant moi. Pas du tout. Comment vous connaissez? Twitter. Un juste truc comme incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'elle faisait des vannes, j'ai dû en faire... moi, je suis pas actif sur Twitter, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas. Mais j'ai dû commenter ses vannes en faisant des vannes. Donc, elle a refait des vannes, on a refait... Et on est devenus potes. Bonne équipe de vanneurs, quoi. Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand tu trouves des gens qui ont à peu près le même humour que toi, et surtout... globalement la même frange de liberté, ça fait écho, quoi. Donc tu te dis ok, on peut faire ce genre de vanne là. Waouh, génial. J'ai l'impression que toi tu peux faire tous les genres de vannes, non? Et j'ai regardé un peu. Je fais très attention à ne jamais blesser les gens. Je sais que par exemple quand je fais des vannes sur la religion, je ne vanne jamais la foi des gens, je vanne toujours des faits très précis dans la religion, qui sont contestables ou pas historiquement, etc. En fait, qui ont été libres à l'interprétation. Donc, j'estime que je suis aussi libre de les interpréter. Mais je fais attention à ce que je ne dise jamais, parce que j'estime que le droit de croire est très important. Jamais renier le fait que quelqu'un puisse croire en un Dieu, quel qu'il soit, etc. Tant mieux. Mais il y a des faits où je pense qu'on peut se marier avec sans... C'est très important. Ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est très attentif. Sur ça, c'est je peux être vache, je peux être limite, je peux exprimer mes opinions en étant le plus trash possible, mais il faut le faire intelligemment, en choisissant son vocabulaire et en faisant attention à ce que globalement personne ne se sente vraiment heurté.
quand tu es heurté globalement par mes vannes, c'est qu'on va toucher quelque chose de plus loin que ce que je dis, en fait. Les gens mettent beaucoup sur les vannes aussi une propre interprétation. Voilà, tu vois le problème d'articulation, une propre interprétation. Une propre interprétation. Qui fait que, des fois les gens peuvent prendre mal quelque chose. Moi, ça m'est arrivé encore hier où je fais des vannes sur la kippa et sur Shabbat. Ouais. Et à la fin à la fin de la soirée de Comedy T'étais Club, sur scène hier. c'est ça, ouais, je jouais hier soir, enfin je joue tous les soirs de toute façon, en ce moment c'est un peu le quotidien, mais et à la fin du truc, globalement, je fais les vannes là-dessus, nanana, et qui sont en plus, tu vois, s'il y a des gens qui veulent voir, elles sont diffusées sur les réseaux. Mm-hmm. Jamais personne ne s'en est jamais plaint, parce que je l'ai écrit avec des potes juifs en étant sûr que ce que j'allais dire serait vraiment véridique et sans problème. Et hier, effectivement, à la fin, tu dis toujours à la fin de ton passage, si ce que vous avez vu vous a plu, n'hésitez pas à venir me voir en spectacle. Puis j'ai une dame qui est au fond de la salle, fait sans façon. Et là, tu fais, c'est-à-dire, sans façon, moi je viendrai pas. J'ai dit, oui, livre à vous et tout. Mais je dis, voilà, c'est violent quand même pour que vous en ayez le besoin de l'exprimer aussi fort dans une salle et tout. Elle dit, oui, parce que c'est facile de taper sur les juifs. Et là, tu fais, on est dans cette problématique-là. Donc je dis, écoutez, je peux comprendre que je vous ai heurté, etc. Je dis, juste sur un passage de 10 minutes, j'ai quand même fait 85% de mon temps à vanner Jésus, Marie, la religion catholique, apparemment ça, no suicide. Je dis, mais juste, si on reprend ma vanne, donc là, tu es obligé d'être ultra pédagogue, tu dis juste, voilà, si on reprend ma vanne, on est d'accord que les faits que j'utilise sur Shabbat sont exactement les faits réels de comment commence Shabbat et comment se termine Shabbat. Elle me fait, oui. Je dis, ok. Donc après, je dis que si on fait un amalgame entre étoiles et juifs, peut être considéré comme un cliché relativement antisémite, et donc c'est pas la meilleure intelligence. Donc on est d'accord, je défends plutôt la cause juive. Elle me dit, oui. Je dis, il est où le problème? Elle me dit, voilà, fin de la conversation. Et en fait, c'est juste, tu te dis, ça sert à rien de s'énerver parce que quand tu pars dans la colère ou dans l'énervement, les gens ne t'écoutent plus puisqu'ils ils ont l'impression que tu les agresses encore plus. C'est fini, oui. Alors que tu dis juste aux gens, écoutez, peut-être qu'on s'est pas compris. Moi, ce que je dis vraiment. Et quand les gens font, et en fait, ce qui est très drôle, c'est à la fin, tu fly. Donc les gens, ils sont obligés de passer devant toi. Et la personne, elle s'excuse en disant, en fait, je me suis arrêté sur un mot et j'ai pas... il y a un truc qui la trigger. C'est quand tu utilises le mot antisémite aujourd'hui, comme il a été quand même largement dévoyé un peu partout. Ouais. Et utilisé pas toujours à bon escient. Et maintenant, en plus, c'est très drôle parce que ça a été retourné contre la communauté juive avec ce qui se passe un petit peu. Putain, on parle sur des sujets un peu tendus. Mais tu vois, il y a ça. Et en fait, c'est là où tu te dis, il faut toujours être sûr de ce que tu te dis. Et en fait, c'est si au fond de toi, tu n'as aucune méchanceté et que tu fais les choses intelligemment, oui, quand on analyse ce que tu es en train de dire, il n'y a aucun moment où on peut te dire c'est attaquable, quoi. Tu vois. Et il y a toujours quelqu'un que ça peut blesser plus, qui le prend personnellement. Ouais, tu peux parler d'un sujet. Moi, je fais des vannes, tu vois. Je fais des vannes sur le fait d'avoir une tête de pédophile. Toi, t'as une tête de pédophile ? En fait, non. Mais si tu dis aux gens, je sais, quand vous me voyez, il y en a qui se sont dit j'ai une tête de pédophile. T'as toujours des gens, et les gens, en fait, c'est toi qui l'as dit. Mais inconsciemment, ils se le mettent dans la tête en disant putain, en fait, peut-être que c'est vrai. Alors qu'un pédophile n'a pas une tête particulière, en fait, il n'y a pas un morphotype spécifique des pédophiles. Et effectivement, ça peut trigger. Moi, je fais cette vanne-là, j'ai un set et tout là-dessus pour expliquer comment je fais plein de vannes sur le fait. Voilà, je fais que plein de vannes sur les pédophiles, etc. Et mon désamorçage, c'est de dire ce qui me gêne le plus par rapport à ce jugement sur mon physique, c'est de me dire que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, à 45 ans, j'ai la tête d'un mec à qui j'ai échappé quand j'avais 8 ans. Wow. Et j'attaque là-dessus en expliquant comment, effectivement, le fait d'être bavard, comme je suis, m'a permis d'échapper à un pédophile à 8 ans. Et après, tu peux faire de la pédagogie dans ton spectacle. Ouais. Mais en fait, il faut pouvoir désamorcer des trucs pour parler. Mais si, avant, en Comedy Club, j'avais pas le temps de développer tout ce truc-là. Et c'est vrai que tu as des gens, ils partaient juste sur oui, mais c'est pas rigolo de parler de pédophilie. Il y a peut-être des gens dans la salle qui l'ont subi et tout. Ou qui sont pédophiles. Alors, pédophile, généralement, les mecs, ils font putain, il nous défend, qu'est-ce qui se passe? Il est génial, je vais m'abonner à son Instagram. Donc, c'est bien, comme ça, je récupère des abonnés. François Martinez, l'artiste des pédophiles. C'est ça. Ah non. Mais en plus, je sais pas. Mais c'est chelou, ça, de dire. C'est très bizarre. Mais oui, en fait, tu peux de toute façon, en partant sur des suppositions, prendre n'importe quelle phrase qui existe et aller chercher en disant il a dit vert. Mais moi, je déteste le verre. C'était contre moi, en fait. Je contre le verre. Le verre. Va pas à Saint-Etienne, quoi. Mais voilà. Je voulais l'utiliser une fois. Je vais pas le refaire parce que vraiment, on va me prendre pour Philippe Corti. François, j'ai une première question pour toi.
Enfin, une première question. Une de mes questions de podcast, c'est dans... Après, on va parler de spectacle, machin, etc. Et vraiment, après, je t'explique un peu le principe du podcast au bout de 23 minutes. Le podcast le plus long du monde. Dans la vraie vie, ouais. C'est quoi ton super pouvoir dans la vraie vie? Alors déjà, on est toujours dans la vraie vie. J'ai cette... tu sais, t'as toujours ces gens-là qui... Je suis super terre à terre. Prom Dog. Non, mais t'as ce côté-là en fait où tu te dis, souvent les artistes ont cette idée-là de se dire qu'ils ont deux vies, c'est-à-dire qu'ils ont un truc quand ils sont sur scène et quand ils sont à l'extérieur, comme si c'était deux moments un peu différents, alors que c'est juste deux facettes d'un même truc. Dans la vraie vie, mon super pouvoir, c'est je sais pas, c'est peut-être j'ai une espèce d'hyper empathie naturelle qui est cool et qui fait... Oh putain, je sais pas moi. J'aurais dû préparer en fait. Tu vois, on est toujours dans la vraie vie, blablabla. Et finalement... Ouais. Bah, c'est pas ça, c'est que personnellement, on va taper sur de la psy de base. Hein. Bah, de toute façon, sur l'estime, ça part sur l'estime de soi, donc on peut... Je te mets à l'aise tout de suite. Toutes les personnes qui sont venues, ça part toujours en truc où on parle du perso, de psy, oui, de machin. C'est obligé. Tu peux pas te livrer en plus quand t'as que ta voix. Mon super pouvoir dans la vraie vie, la gentillesse. Ça, tu disais super empathie, etc. Ça fait partie. C'est l'hyper empathie. Ouais, l'hyper empathie fait que t'es obligé ça te rend gentil. Parce que si tu te mets souvent à la place des gens, tu te rends compte que ce qu'ils sont en train d'exprimer globalement, c'est juste de la souffrance en fait, ou des mécanismes de défense, et c'est pas forcément tourné contre toi, mais plus contre eux. Et ça, tu le comprends tard, je trouve, dans la vie. Bah en fait, tu l'entends tard. En fait, tu l'acceptes tard. C'est-à-dire quand tu le comprends, et puis à un moment, tu te dis à quel degré je l'accepte chez les gens. C'est-à-dire à partir de où est-ce que je pose mes limites désormais, quoi. Et en fait, tu rencontres des gens plus ou moins toxiques, plus ou moins positifs, etc. Et tu vois un peu ceux avec qui tu as envie de rester et ceux avec qui tu n'as pas envie de rester. Et je pense que quand ta nature, elle n'est pas négative, les gens avec qui il y a une séparation ou il y a un truc qu'ils font, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour être là, en fait. C'est qu'ils sont pas bons pour toi, et que peut-être t'es pas bon pour eux, et c'est tout. Oui, en aussi, fait, faut accepter, parce qu'on a aussi nos formes de toxicité. Faut surtout jamais. Ça c'est facile clair. de dire que c'est les autres. Hein. Je rebondis là-dessus. Vis-à-vis de ton spectacle, j'ai lu tout le laïus que tu as écrit sur Insta pour présenter le spectacle. Ah, le nouveau. Ouais, oui, le nouveau. Enfin moi. Où tu dis en gros, et ça me fait penser au fait que tu t'achètes enfin ta première veste, etc., que tu te fais un kiff, etc. Même, je le rattache peut-être grossièrement, mais à l'évolution physique que tu as sur scène. Ouais. En tout cas, sur les vêtements, la tenue, le visuel, en fait, finalement. Mais je me trompe peut-être complètement, mais en mode, je m'assume de mieux en mieux, de plus en plus. C'est ça que tu dis. Exactement. Et que du coup, tu es enfin toi. Ouais. Et la question que je me pose, c'est... j'ai oublié. Il y a pas de moi qui bug, c'est génial, ça me soulage. J'avais une question vraiment très précise par rapport à ça, parce que tu m'as dit, et machin... Ah si, voilà. Du coup, dans ton processus là, d'évolution, que tout le monde a en vrai, pour être plus heureux, mieux heureux même, j'aime bien dire ça, t'as viré beaucoup de gens de ta vie, ou inversement, est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont partis naturellement, qui t'ont viré de leur vie parce que oui, il y a un peu des deux. T'as acheté une veste jaune et vraiment c'est scandaleux. Non, mais tout ce processus Gilbert est toujours dans ma vie, parce qu'il ne sait pas. Mais c'est vrai que clair, la question, ou pas la bascule qui s'est vraiment faite sur cette acceptation de moi-même, elle a été lente. Elle est vraiment... c'est horrible de dire, mais ça fait même pas un an que je suis dans cette phase où... même pas un an, ça fait quelques mois où j'accepte vraiment tout, c'est-à-dire qui je suis totalement. Mais effectivement, il y a eu une séparation. C'est-à-dire que j'étais avec une personne, il y a eu une énorme séparation qui s'est faite, un truc très violente, très rapide. Là, tu parles de couple ? Ouais, sans une vraie discussion comme il fallait, etc. Et puis tout d'un coup, tu te dis... mais en fait, oui. Donc moi, j'ai perdu 13 kilos sur ce mois de séparation qui a été violent. Je me suis pas vu perdre du poids. Et puis tout d'un coup, tu te dis, ok, putain, c'est trop, mais c'est pas mal. Ça a été violent, donc ça a été une grosse remise en question. Comme ça, plus 13 ? Ouais. Je viens de montrer non, plus parce que j'ai repris derrière un peu de poids quand même.
Là, je suis à moins 7, je crois, par rapport à mon poids d'origine, enfin de avant. Moi, je suis à plus 1000 par rapport à toi. Mais non, t'es parfait. Faut s'aimer. En fait, à partir du moment où tu t'aimes, t'es parfait. C'est ça pas le mal. truc. Ouais. C'est juste le seul truc Et la santé, pas trop en danger quand même. C'est ça. Le seul truc que j'allais dire, c'est si tu commences à te faire du mal physiquement, parce que ton poids est un problème, l'IMC, tout ça, faut être attentif. C'est-à-dire que c'est plus une question de choix et de volonté. C'est ce que je me dis, parce que je continue à faire de la compète de sport là, et je me dis tant que je suis encore performant, c'est que c'est ok en termes de cœur et de genoux et machin. Toujours combat de sabre ? C'est plus ça ta compète de sport ? Tu fais d'autres sports ? C'est désormais ça. Ça a été beaucoup autre chose. Escrime classique ? Non, pas du tout. Moi, je faisais du rugby, moi. Ah oui, là, t'as un meilleur gabarit, effectivement, je comprends. J'en ai fait 20 ans. Putain, mais oui, mais avec le casque, je vois pas tes oreilles. Non, mes oreilles sont propres. Mes oreilles sont propres en plus. Le cliché sur les rugby. Bah, tous les gars qui occupent mon poste, je pense que je m'y filais pas assez du coup, parce que j'ai des oreilles vraiment nickel. Ouais. Et je m'y filais pas assez, a priori. Mais non, j'ai fait 20 ans de rugby et là, je fais du sabre. C'est ma seconde carrière de sportif. C'est pas mal. Vieux, c'est déjà bien. Bah, bien sûr, attends, c'est hyper physique l'escrime, vous rigolez ou quoi ? Non, mais bien sûr. C'est d'autres. Mais du coup, il y a plein de trucs qui servent. Bref, et je me dis, tant que je reste performant dans le sport, c'est que c'est ok déjà. Et le moment où je vois que mon physique ne suit pas, et du coup, ça m'empêche de faire une perf, donc ça m'énerve. Et je dis, là, faut ça peut te rassurer, j'ai voulu me remettre au sport et j'ai beau avoir perdu du poids, tout ce que tu veux, être devenu végétarien. Mon corps, il a pas suivi, quoi. Tu voulais faire quoi comme sport ? Je m'étais juste remis à la salle. Je suis allé à la salle pour faire de l'entraînement physique et tout, et j'ai fait 6 cours avec le gars. Le mec m'a bien coaché et tout. Et puis, alors, comme tu as pu constater, des fois, j'ai des nuits très courtes. Tu vois. Hier, j'ai fini de jouer, il était presque 23h30. Je suis rentré chez WAM, il est 1h. Tu manges, tu te douches, il est 2h. Tu te lèves à 5 pour aller à la radio. Ouais, putain, t'as dormi 3 heures. La tension de la soirée, c'est difficile de dormir et tout. Et moi, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez, je vais aller faire mon cours tout seul à la salle. Tu fais des cours de quoi ? Là, il y avait un peu de cardio et c'était vraiment, tu pousses pour te resculpter le corps, quoi. C'est-à-dire que là, comme j'ai perdu du poids, allez-y, pédaler. Même pas, hein, pédaler c'était encore. Vraiment. Ne tournez pas. Pousse de la fonte comme pour faire travailler des groupes musculaires spécifiques et tout. J'essayais de resculpter ce petit corps de quadra. Ouais. Et fin du cours, je me dis waouh, bien, mais tu vois, je suis arrivé à la limite, quoi. Je suis arrivé à la limite et tout. Je marche dans le couloir de la salle, puis je fais oula, attention, ça devient tout blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Et réflexe, je me colle contre le mur, je me laisse glisser contre le mur, je m'assois par terre. Je dis alors Martinez, t'es malin, t'as écouté tes symptômes et blackout. C'est toi le Martinez de Femme Like You ou pas ? Putain, mais Camaro, mais bien sûr. C'était. J'avais peur que t'aies pas la C'était ma première. Hey Martinez ! C'est ça, c'est toi, c'est sûr, c'est toi. Mais c'est ça. Mais on a aucun droit d'auteur sur cette chanson. C'est incroyable. C'est incroyable. On va appeler comment il s'appelle ? Gilbert Montagnier. Il s'y connaît bien l'endroit. Sur qui à quoi ? À qui on doit quoi en termes de droit, il sait. Putain, l'enfer. Ça. Lui, il sait. Lui, il sait maintenant. François, un premier spectacle, Mytho 2.0, c'était le premier ? Non, en fait, j'ai eu beaucoup de spectacles. Où tu l'as fait évoluer ? Il y a eu... Avant, j'étais en duo avec un pote pendant très très longtemps, quand j'avais encore une vie professionnelle à côté. C'est-à-dire j'étais ostéo, quand j'étais ostéo, enfin même toute ma vie. Des formations pro, le gars est arrivé tout de suite, j'ai un manchon de maintien, de compression, il m'a pris le bras, il a tourné pour voir. Tendinite, ouais, exactement. Bien joué, merci sur ça, 60 €. J'ai pas perdu. J'ai toujours fait du spectacle, j'ai toujours eu une vie sécurisante en parallèle en fait, avec un vrai salaire. Ostéo, ça palpe un peu ou pas ? C'était pas mal. Le jour où j'ai vendu mon cabinet, j'ai diminué quand même mon salaire par 4. Hein. Donc, tu vois, la personne, je crois, la première personne qui a été la plus triste, c'était mon banquier. Et la deuxième, après, ça a été mon ex-femme. Parce que ça a changé beaucoup nos vies. T'étais marié ? J'étais marié 20 ans, moi. J'ai vécu 20 ans avec T'es la pas mère obligé de de mes répondre enfants. à cette question. C'est elle la séparation très dure du jour au lendemain ? Non, mais toutes les séparations sont très difficiles parce que... Non, mais tu m'as dit qu'il y en a une très spécifique là. C'est celle d'il y a 1 an et demi, où ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble. Elle a été très dure et on n'a pas... Enfin voilà, c'est qu'elle devait se faire et elle s'est faite. Ah de toute façon. Et en fait, à partir de ça, comme on disait, moi, changement physique... on l'appelle maintenant. Non, et elle est dans ton téléphone. Je lui ai pas parlé depuis le jour de la séparation. Ça a été... Elle a dit ouais d'accord, tu me quittes. Enfin, disparaît. C'est fini. Il y a des gens qui ont besoin aussi de cutter comme ça d'un coup. Possible. Donc j'ai des affaires toujours chez elle, etc. Ça m'est arrivé ça aussi. Il y a le côté, je suis pas très matérialiste. Donc je dis écoute, chacun sa façon de gérer le truc.
Donc, Garde mes vieux slobards. Et donc, tu vois, et je me suis rendu compte avec cette séparation que finalement, j'avais passé toute ma vie à essayer de m'adapter aux personnes avec qui j'étais, que ce soit professionnellement ou amoureusement, et à plaire en fait à leurs attentes. Donc, tout d'un coup, tu changes physiquement, tu dis c'est pas mal. Puis tu te dis, écoute, on va faire attention aussi à ce qu'on bouffe. Donc, je suis devenu végétarien. Puis à un moment, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une barbe un peu plus fournie. J'ai laissé pousser la barbe. J'en mets la barbe. Et puis, j'en suis assez content. Tu m'as pas demandé mon avis, mais j'en suis assez content. Après, en même temps, c'est génial. Hein, c'est décembre. Tu vois, je fais des petits cachets de Père Noël. Et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce serait très hop. Et en même temps, un peu de magie. Père Noël, on y est. Hop, et voilà. Allez, assieds-toi sur mes genoux, petit. On parlait de pédophile. Top. C'est vrai. Tu vois, tout se recoupe. J'ai vu une vanne passer comme ça, et c'est quelqu'un qui disait putain, mais si le Père Noël n'existe pas, on s'est assis sur les genoux de qui toutes ces années? Tu te dis, c'est un peu vrai. Putain, il y a plein de mecs chelous qui ont regardé amoureusement, alors quelqu'un qui a dit t'as demandé quoi au Père Noël? J'adore. Et donc, il y a eu ça, et puis cet été, ça a été, je voyais ma calvitie avancer. Alors, j'avais des vannes dessus, en fait. C'est-à-dire que la façon d'accepter ma perte de cheveux, ça a été, je trouvais des bonnes vannes. Et puis cet été, pendant 1 mois et demi, j'ai pas joué. Je me suis dit putain, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire depuis 20 ans. Je me suis rasé la tête. Je me suis levé, j'étais avec ma fille en vacances. Je suis allé chez le premier coiffeur du village. J'ai fait rasez-moi la tête et taillez-moi la barbe. Et en fait, c'était pas si moche. Et je me suis dit, le spectacle Mytho 2.0 dont on parlait, je l'ai joué quasiment 1000 fois et pendant 8 ans. C'est un ancien moi. Le nouveau moi est là et il était en train de se construire. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où d'un coup tu te dis je m'habille comme finalement j'ai toujours voulu m'habiller, sans que quelqu'un me dise ouais mais voilà. Donc tu t'habillais vraiment pour les autres ou pour ta meuf du coup visiblement? En fait moi j'ai jamais eu vraiment de goût vestimentaire et j'ai eu la chance d'avoir une meuf vraiment cool qui tout d'un coup a pris le temps de me dire quand tu t'es un artiste, donc tu es en représentation où que tu sois toujours classe quoi, sois toujours bien sapé et tout. Elle avait beaucoup de goût pour les fringues et tout. J'ai eu la chance, toutes les femmes avec qui j'ai été, où je suis, ont vraiment beaucoup de goût vestimentaire, peuvent te dire, c'est-à-dire que ma meuf actuelle, elle voit celle-là, tu vois, elle m'a dit, alors petit poussin. Elle est bien celle-là. Elle est bien, mais c'est voyant, hein, c'est-à-dire que là, je suis sûr de pas te perdre dans une galerie commerciale, quoi. Tu Écoute, vois, là, oui. Elle se lève, tu vois, tu mets debout sur un banc, tu vois un mec jaune qui se balade, quoi. C'est vrai. Mais et puis c'est une super marque, hein. À la base, ça s'appelait, la marque s'appelait Motherfucker. Okay. Sauf qu'ils se sont fait ban de Insta à cause du mot ça. Donc ils sont devenus Death Motor et ils font des fringues incroyables comme Deus Ex Machina, accent etc. Anglais incroyable. Un accent anglais vraiment incroyable. J'essaie de faire des efforts. C'est une carrière internationale prévue à Belgique, Suisse, tout ça. Allez, on y va. Tu tournes en Belgique, Suisse et Belgique, etc. Ouais, pays francophone. Tous les pays francophones. Là, il faut que pour le nouveau spectacle, justement, on est en train de recaler la tournée, donc on va repartir sur Lausanne, Genève, un peu. Et au début, j'ai entendu Los Angeles. Lausanne, Genève. D'où c'est le Lausanne, Genève. Lausanne, Genève. C'est une autre ville des États-Unis. C'est côte est. Côte est, mais très bas. Est-ce que les deux titres ont un rapport? Mytho 2.0 et Enfin moi. Et le premier spectacle, le premier vrai gros spectacle indépendant solo, il s'appelait, le tout premier que j'ai écrit tout seul, j'ai pas joué très longtemps, il s'appelait Mythomanie. Mythomanie ou Mythomanie? Manie. Ah ouais. C'est un mythe ou une manie. On a dégagé ça. Et après Mythomanie. Non, même pas MeToo. Ouais, j'étais précurseur en fait. Manie. Putain, je le savais même pas. Voilà. #MeTooManie. Il y a eu ce truc-là. J'ai rencontré le mec qui est devenu mon co-auteur pendant 10 ans et qui m'a vraiment accompagné à devenir aussi artistiquement qui je suis. Il s'appelle Jocelyn Flippo, qui était un Lyonnais en fait, on s'est rencontré à Paris en 2012 et il m'a fait monter à Lyon, il a vu le spectacle, il m'a dit c'est pas mal, mais on va tout réécrire. Voilà, si tu veux qu'on bosse ensemble, tu vas arrêter de chanter déjà parce que voilà. Tu chantes dans le putain, laisse tomber. Non, voilà. Il n'y a aucune trace de ça. Donc il y a vraiment à tout moment je prends une guitare, tu vas chanter. Non, je chante très. En fait, il a eu raison. C'est-à-dire qu'il me dit non, on va arrêter vraiment. C'était une bonne idée, mais pas pour toi. Et donc on a réécrit ça. Le premier spectacle qu'on a écrit ensemble s'appelait Copperfield, Harry Potter et moi.
Ok. Et en fait, on était parti sur une idée un peu bizarre, c'était de dire, c'est un mec qui rentre chez lui un jour et sa femme l'a quitté, lui a laissé une lettre parce qu'elle n'en peut plus de sa passion pour la magie. Et tout en racontant sa vie, en fait, il essaie au début de se convaincre qu'il est mieux seul. Et puis finalement, il repart à la conquête de cette femme qu'il a abandonnée en racontant sa vie. Et au final, le final du spectacle, c'était à l'aide du public qui retrouvait sa femme. Ok. Donc ça, c'était le premier. Copperfield, Harry Potter et moi. À la fin de ce spectacle, j'ai vraiment divorcé. Donc, je me dis, waouh, prémonitoire, chelou. Et on a monté le deuxième spectacle qui s'appelait au départ Menteur et qui est devenu Mytho 2.0 parce qu'il a fallu leur faire une vie pour Paris. Et là, on était parti sur un autre côté. C'est-à-dire, c'était sur une question qui me revenait très souvent. À un certain moment, les gens se demandaient, quand tu fais des performances magiques bien faites, les gens peuvent douter du fait qu'il y ait un truc, alors qu'il y a toujours un truc en magie, quel qu'il soit. Même si on te dit que non, il y a toujours un truc. Quand tu es voyant et qu'on te dit il y a forcément un truc. Pas forcément perceptible, plus forcément, etc. Mais donc on a fait ce deuxième spectacle en se disant on va répondre à cette question de est-ce que derrière la magie, il y a un truc ou pas ? Et on a pris l'axe de dire oui, mais pas moi. Moi, j'ai un don. Et au début, on a créé un personnage italien qui s'appelait Francesco Martini. Et puis, en fait, j'étais absolument pas fait pour tenir l'italien. Et ce personnage est devenu Douglas Westerfield, qui était américain de Vegas, qui venait faire sa tournée en France. Okay. Et justement, effacer cette réputation de mytho qu'il avait installée. Et ce spectacle, là, il a été écrit avec mon co-auteur il y a 8 ans, avec beaucoup de choses dedans. En fait, il y a plein de petits détails très personnels cachés à l'intérieur. Et en fait, avec tous les changements qu'il y a eu, je suis plus du tout en adéquation avec ça. Je suis toujours heureux de le jouer parce qu'il est bien, mais ce que ça raconte intrinsèquement, c'est plus du tout moi. Donc, tu joues l'autre tout en jouant celui-là, ou tu n'as pas encore démarré ? Moi, ne démarra qu'en mars. C'est-à-dire qu'il est déjà... Donc là, t'es en rodage. Ouais. Non. Je suis en rodage des 45 premières minutes, parce que je n'ai que 45 minutes. C'est pas grave, il me reste 3 mois pour écrire 30 minutes. Je les ai dans ma tête, je vois à peu près. Et sinon, chante ? Ouais, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit on n'aura pas le budget, c'est-à-dire que tu ne seras pas cachetonné si jamais tu chantes. Sinon, je fais ta première partie, on fait 30 minutes. Je chante. Oh putain, ça c'est la... Et après, c'est réglé. T'as plus besoin d'écrire. C'est un peu l'arnaque des spectacles. Quand les gens n'ont pas leur temps, ils font même une première partie, fais un 30-30, ou à ce moment-là, tu fais 15 minutes où tu fais alors, je vais mieux connaître mon public. Qui vient d'où ? Qui fait quoi ? T'habites où ? Ta mère, elle fait quoi ? Etc. Tu vas un peu le premier rang. Et t'attaques voilà. C'est ce que j'appelle moi la Bouguerabit. C'est la maladie de Redouane Bougueraba. Et il y a ça, c'est-à-dire que dans les comedy clubs, tu as des gens qui viennent se mettre au premier rang, qui te parlent volontairement dans l'espoir que toi tu les vannes, en se disant je vais sûrement finir sur Insta et ça va être mon moment de gloire. C'est son fond de commerce, ça, Redouane Bougueraba. Ouais, mais il le fait très bien. C'est surtout que ça a été il a ouvert une porte parce que ça a été le premier à... Non, mais moi je le connais, on a joué ensemble souvent et tout. Okay. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, à nos débuts on a joué ensemble. Okay. Et en fait, il a quand même fait cette bascule fantastique, c'est-à-dire qu'il a ouvert une porte. Mais en fait, tu vois, donc forcément, quand tu as un truc qui fonctionne, il y a des gens qui se mettent dans le rail inconsciemment parce que c'est des musicalités qui existent. Et les gens commencent à s'enlacer, j'ai l'impression quand même. Donc lui, il continuera de le faire parce que c'est ce que... Toi, c'est sa signature, je trouve. C'est sa signature. Voilà. C'est-à-dire que tu sais que c'est lui. C'est lui qui le fait. Qui le fait et qui le fait... Voilà, c'est identifiable. Il y en a 2-3 autres quand même. Comment s'appelle-t-il ? Edgar Rive. Ah, Edgar Rive. Ouais, mais quand tu vois Edgar Rive, il vanne en réaction. C'est-à-dire qu'il vanne, c'est pas un mode d'action primaire. C'est pas une partie de son spectacle spécifique. Edgar Rive, mais il a toujours fait ça, Edgar Rive. Ouais, j'adore ce gars. Ouais. Il me fait rire. On a fait nos débuts à peu près dans les mêmes heures à Nantes ensemble au West Side et tout ça quoi, avec William Pilet, Elodie Pou qui tu vois sont en train de... Enfin, Elodie a déjà bien explosé, William est en train de tout péter, mais avec Romuald Mofra et tout. Moi je suis un petit vieux, je prends mon temps. Prends ton temps. En fait je me dis c'est pas vrai du tout. Hein. On arrête le podcast maintenant. C'est l'excuse, c'est de se dire si les gens s'habituent petit à petit à moi, ils se lasseront moins vite. Parce qu'en fait, il y a ça, le problème c'est comme toutes les modes. Une mode, ça dure 2 ans. C'est-à-dire que tu as tout d'un coup des gens qui vont exploser de manière instantanée parce qu'il y a un buzz incroyable. Et globalement, au bout de 2 ans,
ils vont continuer une espèce de chemin, mais ils vont pas. Ça va s'éteindre un petit peu parce qu'ils vont être remplacés par la nouvelle mode de 2 ans après, celle d'après. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, j'ai pas de nom particulier parce que au début j'en avais un peu, j'allais te dire, mais je me rends compte que tous ces gens-là sont toujours dans le circuit, mais remplissent peut-être un peu moins facilement les salles qu'avant. Après. Et le but du jeu, c'est de durer, c'est-à-dire que c'est un métier en fait, c'est-à-dire que complètement. C'est pas un passe-temps, c'est pas un loisir, c'est un métier. Et moi, je suis très heureux de me dire, j'ai commencé à être payé quand j'avais 17 ans, j'en ai 45, je gagne ma vie avec depuis plus que ça depuis 11 ans. Et je gagne 11 ans déjà, oui, c'est long. Heureusement ma vie là-dedans. Et, donc là, ça se passe bien. Je compte pas m'arrêter. Oui, parce qu'en plus, le spectacle arrive, c'est mon bébé et je pense qu'il va être au-dessus de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors que quand j'ai sorti Menteur à l'époque, tu étais en train de te dire, est-ce que j'arriverai à faire mieux que le spectacle d'avant? Là, je me dis, ce que je fais là est déjà nettement au-dessus de mon jusqu'au spectacle prochain d'avant. De toute façon, c'est ça. C'est-à-dire que dans 5 ans, je serai. Ouais, ton chien fait des bruits chelous quand même. Au Camille, ce que tu as qu'à faire, c'est vomir. Ouais, je pense qu'en fait, j'espère que tu réagis pas à mes propos parce que sinon, ça veut dire que je te donne envie de gerber, même toi, un chien. Camille fait vraiment partie intégrante du podcast depuis 2 ans. Non, mais il est là. Voilà, il est là. Il te guette. En fait, il attend de voir quelle autorisation il a de ta part de quitter son poussin. Non, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. J'adore François Martinez. Je suis pas sûr. Je pense que là, je l'adore. Il a vu le spectacle de Mesmer. Et il est en train d'essayer de t'hypnotiser en te fixant droit dans les yeux. Tu fais ça, toi? Non, pas du tout. Non, c'est un truc qui me terrifie. Donc, comment? Tu as inclus la magie encore dans ce spectacle-là? Il y aura un tout petit peu de magie. Un peu. Comme on parle justement de ce changement de vie, dans les trucs que j'avais, pour moi la magie était un magnifique costume sécuritaire qui fait que putain, si je suis pas drôle, je vais quand même te bluffer la gueule et tu partiras quand même content, tu vois. Tu pourras pas te plaindre. Il est pas marrant, mais il est fort quand même. Hein. C'est ça. Tu te dis, il était moins drôle que les autres, mais bon, lui, il sait faire sortir. Après, il fait de la magie, quoi, aussi. C'était pour ça la chanson, c'est s'il fait pas la magie, au moins il chante pas mal. C'est ça, t'as un peu ça. Et tu te dis vraiment, les mecs, c'était. Il y a toujours eu ce truc-là et puis à la base, c'était aussi un truc qui me permettait de me démarquer de mes collègues sur les plateaux. C'est-à-dire que j'étais le gars qu'on faisait venir parce que je faisais un peu de magie. Donc, et puis le moment où tu te dis, peut-être que finalement, je peux faire que des vannes et ça marche. Et tu préfères? Je m'éclate 100 fois plus. 100 fois plus. La magie, c'est relou? Ouais. Non, c'est pas relou. C'est juste que ça a jamais été mon motto principal et j'ai jamais osé me l'avouer, en fait. C'est-à-dire que je me suis toujours convaincu que, puisque j'étais magicien, il fallait être magicien et c'était ça qu'on attendait de moi et c'était ça que je voulais. Démarrer la magie, pourquoi? Putain, la cause première de la magie, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu toute ma vie, c'est que des hasards. Ma mère bosse dans une maison de retraite. Moi, je suis pas du tout. Pas du tout. Les meufs, ça a commencé à m'intéresser beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard? Non, c'est pas vrai. J'ai rencontré ma femme à 17 ans. Non. Donc, tu vois, j'étais déjà dedans. Voilà. Ouais, cette phrase est très bizarre. J'ai failli rebondir dessus. Non, mais je le fais tout seul, comme ça, ça a été vite. C'est plutôt moi qui vais passer pour un mec chelou que toi, tu vois. Donc, je te préserve. Non, ma mère, moi, j'étais passionné plus de théâtre. Tu vois, j'ai fait plein de sports différents, mais les cours de théâtre, j'étais jamais malade. Tu vois, je pouvais avoir 42 fièvres, j'allais au cours de théâtre, etc. Après, c'était des trucs amateurs. Donc, passion théâtre. Ouais. Puis j'aimais ce côté-là. Mes parents m'ont fait faire du théâtre à 6 ans parce que je suis quelqu'un de très très bavard. Et puis j'étais fils unique, un peu auto-centré. Et voilà. Et mes parents m'ont fait faire du théâtre pour me dire, il y a des gens. Donc, tu vas te retrouver avec des gens et qu'il va falloir communiquer, écouter et te poser. Et donc ça a été le démarrage du théâtre. Ils me font faire un stage. Je fais 15 jours de stage, je rentre chez WAM, je fais je vais t'inscrire. Vous m'inscrivez au cours et tout. Et de 6 à 18, j'ai fait du théâtre amateur avec une troupe rennaise très longtemps. C'était le seul truc, vraiment, jamais malade. Jamais d'excuses pour y aller. Alors que le sport, je peux te dire, pourtant j'avais fait du judo à un bon niveau. Ah ouais? Ouais, c'est mon dos qui m'a fait arrêter, mais t'as des soirs où tu dis, non, c'est un peu mal à la tête. Ça m'a vite saoulé le judo. J'adorais, mais tu vois, j'ai pas pu passer ma noire à cause de mon dos, parce que j'avais plus les conditions physiques pour aller en compète, sinon je me vrillais le dos. Et c'est un de mes regrets. J'ai voulu reprendre à 30 ans. Les mecs, ils ont vu arriver une ceinture marron, enfin une ceinture violette, pardon. Non, marron. J'ai une ceinture marron à 30 ans. Les mecs, ils ont dit, waouh, la chair fraîche. Sauf que toi, t'as pas fait de judo depuis 15 ans. Les mecs, ils m'ont déboîté en 2 cours. J'ai fait, je vais rentrer chez WAM. Je vais faire du tir à l'arc. C'était très bien le tir à l'arc. C'est bien le tir à l'arc? Ouais, j'adore. Attends, c'est très bien le tir à l'arc.
Et putain, je sais même plus pourquoi. C'est pas grave, j'ai une question vas-y. à te poser, ça reviendra. C'est la question de mon podcast. Pas du tout, c'est juste que les gens ils aiment bien cette question. On parlait de magie. Ouais. Admettons que tu as une baguette magique dans la main, il n'y a pas de truc de c'est quoi tes 3 vœux, c'est pas le sujet. De quoi est-elle faite cette baguette? La baguette magique? Ouais, en quoi est-elle faite? Un crayon. C'est un crayon? Ouais. Donc en quelle matière? Je vais prendre mon crayon favori, c'est un Bic cristal orange ah ouais. à pointe noire. Donc ultra fine. Bien visible. Ouais. T'écris avec ça? Ouais. J'ai beau avoir essayé tout ce que je pouvais. Je peux pas aller sur une phase d'écriture sur un ordi si j'ai pas une phase de pâte de mouche sur un papier. Ouais. Donc elle est en plastoc. Ouais. C'est pas écolo, pardon. Mais plastoc recyclable. Voilà. Recyclé, c'est que des bics recyclés. Je prends que des bics recyclés. Que des bics recyclés, respectueux de toutes les religions. Et en plus, et voilà. Et que si on le met à la poubelle, Adrien, il a senti qu'il partait sur un truc qu'il devait pas. Il fait putain, je me suis embringué tout seul. Ça va pas du tout. J'adore. Est-ce qu'elle a un pouvoir particulier, cette baguette magique en plastique d'arbre? Alors, soit je suis vraiment terre à terre et je te dis oui, Philo a un pouvoir incroyable. C'est celui de... C'est libre à interprétation. Pour moi, c'est vraiment le meilleur truc. Ça permet permet plein de choses. Permet de dire spécifiquement à une personne quelque chose. Écrire une lettre. Moi, je trouve ça encore très beau. J'ai un côté romantique de ouf. Hein. Moi, tu mets Love Actually, je quitte plus ton canapé et je vais chialer à peu près 17 fois. Mais... Je l'ai regardé il y a 2 semaines, j'ai chialé 17 fois. C'est mon spectacle. C'est mon film de Noël de ouf. Vraiment, c'est mon rituel. Mais de ouf. Et comme on dit, j'ai l'impression que toutes les histoires d'amour qu'il y a dans ce film, ça, tu vois, j'ai une larme. On aimerait les vivre sans les vivre, mais on est obligé de les vivre. C'est-à-dire que les bons côtés comme les mauvais côtés, et bien tu sûr. Les manges tous. Voilà, c'est bon, c'était le petit moment ça. Donc tu vois, il y a cette capacité. Moi, j'aime encore me dire, si je veux déclarer ma flamme avec quelqu'un, j'ai encore ce plaisir de dire, je vais t'écrire un truc rien que pour toi. Ce seront des mots qui te seront dédiés, etc. Truc trop bien écrit, genre. Je te bouffe le huc. Hop, et tu signes François Martinez. Mais avec une très belle écriture. Tu fais 14 semaines de calligraphie pour écrire un je te bouffe. T'as vu ça sur Insta? Bien sûr, je suis son compte à ce mec-là, etc. Avec il fait les insultes les plus bellement écrites. C'est magnifique. De l'histoire. Ça me fait rire. Ça n'existe pas bellement, c'est un cri d'animal. C'est bellement. C'est ça. Et je trouve ça, la calligraphie, je trouve ça beau. La calligraphie japonaise, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Mais je suis un procrastineur. C'est-à-dire que, en fait, j'ai acheté les bouquins, j'ai acheté les outils. Top. J'ai fait une fois chez WAM et après j'ai dit c'est compliqué quand même. Et allez. Voilà, fin du game et j'ai ressorti un bic et j'ai écrit au bic. Ce fameux bic orange et noir. Pour moi, c'est le seul objet que j'ai l'impression que j'ai toujours eu en main. C'est-à-dire que des petits, quand il fallait dessiner, écrire des trucs, à l'école, à la fin de l'école, quand il a fallu écrire des choses, et c'est vraiment l'écriture pour moi, je sais pas, il y a un truc, c'est l'épaisseur du trait, la qualité d'un bic, etc. Et voilà, et c'est cette possibilité de je peux écrire et en écrivant je peux remodeler ma vie, remodeler potentiellement la vie d'autres gens, je peux exprimer des choses, je peux les faire taire, je peux raturer des choses, je peux éliminer des choses quelque part, et je pense que bien écrire et faire attention à comment on écrit les choses, c'est une bonne base pour pouvoir bien dire, et bien dire c'est voilà, que ta parole soit impeccable. Aussi j'aime bien ce genre de truc. On part vraiment sur les accords Toltec là. Je suis pas un fan de développement personnel, mais je pense qu'on se fabrique tous des trucs qui nous permettent d'être en accord avec nous. Et dans les accords Toltec, il y a quand même ça, hein, faire attention aux suppositions. Ça préserve ce truc-là, par exemple, de se dire je pense que cette personne... non, tu sais pas. Présumé, c'est une cata. Détends-toi, en fait. Et j'ai mis très longtemps, j'ai mis 44 ans à comprendre ça dans les relations humaines, etc. À me dire, mec, putain, en fait, tu projettes sur les autres tes propres angoisses. Et en fait, il y a des phases où tu n'es pas assez à l'écoute des autres, et en fait, tu n'es juste pas assez à l'écoute de toi parce que tu n'as pas envie d'entendre. Et en n'écoutant pas, tu te préserves de te confronter à toi-même. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que... Puis en fait, à un moment, tu dis, ouais, ok, il y a des jours, je suis un connard parce qu'on ne fait pas toujours les choses bien et c'est pas grave. Mais tant que tu n'as vraiment pas blessé des gens intentionnellement, etc., et que tu sais surtout dire pardon, et que
excuse-moi, voilà, je suis désolé, faut reconnaître ses torts. Voilà, c'est très important. Mais la parole, ouais, les mots, ils doivent être choisis. Un mot peut faire très très mal comme peut faire beaucoup de bien, quoi. Et donc pour moi, je te dis, cette baguette-là, elle est géniale. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. Et moi, sans stylo, ma vie n'existe pas. Hein. Ma vie, c'est d'écrire des trucs pour les dire après, quoi. Tu t'en es servi déjà pour faire le mal ou pour dire du mal ou pour faire mal? T'as compris la question, je pense. J'ai jamais... ça fait pas partie de mon... Ça fait pas partie de mon état d'esprit. C'est-à-dire que même si tu me blesses, je peux pas. J'arriverai pas à être blessant, à être vachin, etc. Bon, tu l'enfonces vraiment dans le... Je peux... putain, je te ferai ça. J'ai des tours de magie où tu peux te faire passer effectivement un bic à travers la joue, à travers la main, etc. J'ai jamais levé la main sur personne. J'estime que ça, voilà. Donc avec un stylo encore sauf au judo un peu peut-être. Au judo j'étais une quiche, hein. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que comme j'ai pas un esprit guerrier martial, dans ce sens-là du terme, j'étais vraiment pas fait pour ces trucs-là, quoi. Pour moi de toute façon j'ai toujours eu du mal. Bah voilà. Le problème c'est que le judo n'est pas un sport de combat. Le judo est un art martial. Un art martial, c'est un développement de soi à travers quelque chose. Oui, mais la finalité, c'est quand même la compète et c'est du combat. Non, aujourd'hui, la finalité, c'est de faire des combats et des compètes pour avoir les points nécessaires pour passer ta ceinture. Mais avant, tu n'avais pas ça. C'est juste, ok, l'apprentissage. Tu as passé tes stades, tes trucs, etc. On valide. Tu as un niveau, etc. Et tout. Et aujourd'hui, tu ne peux plus valider tes ceintures si tu n'as pas fait de compétition. Je ne sais pas pour rien que je n'ai jamais eu ma ceinture marron, ma ceinture noire, parce qu'il fallait des points de compète pour pouvoir la faire. C'est fou ça. Mais c'est pas grave. C'est juste ce moment-là où il y a une espèce de côté commercial un peu qui s'est installé sur un truc. Et effectivement, quand on en est appelé en sport de combat, un truc qui à la base est un art martial issu du budo, moi ça me va plus en fait. Donc on arrête là. Ouais, j'ai arrêté. Après je suis retourné voir l'aïkido. J'avais vraiment l'aïkido pour moi était un truc où justement il n'y a pas de compète, il n'y a rien, c'est juste. T'aimes le côté martial là? Sérieux, de l'apprentissage, de la répétition, etc. Je pense que c'est pas un côté martial, c'est un côté apprentissage de soi, maîtrise, et puis c'est rassurant de savoir, de se dire aussi si j'ai besoin un jour je peux me défendre, quoi. Ouais. Ça enlève de la peur un peu, je pense. Et t'as peur dans la rue? Je suis très con, j'ai jamais eu peur dans la rue en fait. C'est débile, mais j'ai jamais vécu avec cette peur. Après, moi j'ai grandi en ZUP, dans des quartiers compliqués, avec des potes où il se passait plein de trucs, il y avait des bagarres, des trucs comme ça et tout. Moi j'ai toujours eu la chance, je suis un peu passé à trave, mais j'ai toujours été un négociateur plus qu'autre chose. Quand t'es bavard, avant d'aller te battre. Mais par contre, s'il fallait te battre, je me posais pas les questions, quoi. Tu te barrais? Bah non, c'est comme ça que si un jour tu me vois sourire, il me manque un petit bout de dent parce qu'il a fini dans le front de quelqu'un. T'as mordu quelqu'un? Non, j'ai pas mordu, il m'a mis un coup de tête dans les dents et je crois qu'il s'est fait plus mal que WAM en fait. Mais, du coup, t'as un morceau de dent qui manque à cause de ça? Bah, je pense que si tu regardes Marvel, une des pierres d'infinité qui est dans le front, c'est ma dent en fait. C'est ce gars-là. C'est vraiment lui. C'est toi qui as foutu Bam. C'était une bagarre de rue. Non, c'est des mecs qui ont voulu me chourer mon portable et mon portefeuille. Et en fait, je ne supporte pas l'injustice. Donc je trouvais ça injuste. Que j'ai voulu rendre service et que le mec il se bat, on va garder ton portable puis tu vas nous donner ton portefeuille. Et moi j'ai fait, alors, deux choses. Un, t'auras jamais mon portefeuille, et deux, je peux te dire que je vais récupérer mon portable. Et je suis reparti avec mon portable et mon portefeuille et machin et tout. Mais c'était rigolo, quoi. C'était une baston de rue. T'avais quel âge? 2 contre 1. J'avais 20 ans. Eux, ils étaient 2? Ouais, 2 contre 1, c'était rigolo. Je sais pas, je sais que j'en ai fait. Bah là où c'est vrai que tu te dis c'est bien d'avoir fait des sports parce que tu vois, ou des arts martiaux, parce que je sais qu'il y en a un, coup de bol, je l'ai fait passer par-dessus une bagnole. Mais le deuxième, tu vois, au début ça a été ça. Hein, c'est un mec qui me tenait dans le dos, l'autre il m'a mis un coup de tête et tout, ça m'a vénère. Donc le mec qui était dans mon dos, il est passé par-dessus la voiture et puis après on s'est bagarré avec l'autre. Et puis il y a des gens qui sont intervenus et qui ont fait fuir. J'ai ça, hein, c'est-à-dire que j'ai eu ce coup de chance-là de me dire. En fait, moi je les ai amenés. C'est là où le théâtre m'aura peut-être toujours sauvé la vie. C'était le quartier où j'avais mes cours de théâtre. Et donc dans les négociations pour récupérer mon portable, machin et tout, je les ai emmenés vers là où j'avais mon cours de théâtre. Et le coup de bol était que c'était l'heure de sortie de mon cours de théâtre. Donc la baston a démarré. Dans les 5 minutes, les gens sont sortis, m'ont reconnu et sont intervenus, etc. Mais
Bon, il y en a un qui était pas ouf, etc. Et puis pour dire le côté comme ça, le lendemain, mon père m'emmène à la fac pour, tu vois, en disant, tu t'es pris une bonne petite baston, puis j'avais des bleus partout sur le visage, et comme lui, comme le mec, je pense. Et on croise le mec dans la rue, à côté de la fac. Même âge, machin. C'était le mec. Hein. Il avait la... Non, mais le gars, il avait le même âge que toi à ce moment-là. Un petit peu plus jeune, je crois. Il avait 18 ans. Ah oui, d'accord. Mais toi, t'étais ado. Moi, j'avais 20 ans. Hein, tu vois, on était pas machin. Et mon père, c'est là où je me dis, ouais, mon père, c'est un sanguin quand même. C'est-à-dire que j'ai eu à mon père, je dis, putain, c'est le mec. Et tu vois, il avait vraiment la marque dans le front tu vois, de ma dent. Peut-être même là-dedans encore. C'est lui. Et mon père, il fait putain, c'est lui. Ouais. Demi-tour frein à main en plein centre-ville de Rennes. Il est monté comme un fou sur le trottoir. Mais vraiment, il a monté la bagnole sur le trottoir. Il a ouvert la porte en s'en battant les couilles de ce qui se passait. Et il a coursé le mec dans les trucs. Et à un moment, mon père, il fait petit bâtard, il a de la chance que je sois vieux. Il y a 10 ans, je l'aurais rattrapé, je l'aurais défoncé. Il voulait le rouster. Il est parti pour ça. Mon père, il a ce côté-là. Tu touches à sa famille. C'est le mec le plus zen de la Terre. Il est 100 fois plus zen que Wham. Ouais. Tu touches à sa famille, c'est terminé. Lui, je crois qu'il se rend compte à la fin. Tu sais, comme dans tous les films, les mecs ont un blackout et ils font ah mon Dieu, j'ai du sang partout. Et tout. Mon père, je le sens potentiellement capable de ça, quoi. Et toi, t'as hérité de ça? Non. T'as l'air très calme. En fait, donc extrêmement dangereux de mon point de vue. Je me dis que j'ai un côté, par contre, faut pas être trop injuste avec moi. C'est-à-dire que si jamais on est en conflit et que j'ai une part de responsabilité, je prendrai ma responsabilité. J'ai un degré de pardon beaucoup trop fort. C'est-à-dire que mes proches, ils ont tendance à me dire t'es trop gentil, mec, quand même. Parce que moi, il m'aurait fait la moitié de ce qu'il a fait. Je te dire que je comprends pas. T'es trop gentil. Souvent, les gens disent ça et ils font rien du tout. Dans mes proches, j'en ai 2-3 où quand ils te disent ça, tu sais que oui, ils sont en adéquation avec ce qu'ils sont en train de te dire. Donc c'est pour ça que je prends encore plus le jugement, tu vois, de leur part, en disant c'est vrai, je suis un peu trop sympa, mais en même temps je dis qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont des connards. Je vais pas devenir un connard insipide parce qu'ils le mériteraient, tu vois. Moi, je pense qu'il y a peut-être un karma un jour qui mettra une petite baffe tranquillou à tous ces gens-là à un moment ou à un autre. Et je m'en réjouirais même pas, en fait. Mais écoute, tant pis. Voilà. Ok. Trop cool. Non, mais je voulais te laisser terminer, c'est intéressant. Non, c'est ça, mais je suis pas violent. Je suis pas violent du tout. Et là, plus le temps passe et plus les gens qui m'entourent sont plutôt... effectivement, sont assez... Tu vois, c'est des gens qui j'ai très peu de potes, de vrais potes, en fait. Je suis machin, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai machin. J'ai ma chérie et encore. C'est bien déjà. Ouais, c'est très bien. J'ai beaucoup de chance en fait. Je suis très chanceux. Déjà. Et c'est que des gens qui globalement aujourd'hui sont là pour moi, c'est-à-dire qui m'élèvent et que moi j'ai envie de porter. Tu vois, je trouve que c'est important d'avoir ça autour de soi. C'est bien suffisant, je trouve. Ouais, il faut se contenter de ce qu'on a parce que c'est déjà bien. Faut se contenter de ce qu'on a. Pourquoi on veut toujours plus en fait? Tu peux avoir des objectifs supérieurs en me disant ouais, je veux être une meilleure personne, je veux être. C'est un des trucs que je dis dans le nouveau spectacle. C'est on est dans cette quête perpétuelle de la meilleure version de soi-même. C'est ce qu'on nous vend actuellement. Il faut être la meilleure version de soi-même parce que c'est ce qu'on demande, être plus performant, plus beau, plus physique, etc. Et on oublie constamment de nous dire dans ce chemin qui n'est pas obligatoire, il faut déjà être soi-même. Donc, il faut déjà savoir qui on est, quoi. Dans le milieu de soi-même, il y a déjà soi-même, ouais. C'est soi-même, quoi. Déjà complexe. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à vivre dans le silence et la solitude, j'ai jamais connu. C'est-à-dire que moi, je me suis mis en couple à 16 ans. Tu sais pas rester célibataire. De 16 à, je t'avoue, 44 quasiment, le célibat, c'est pas un truc que j'ai fait. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé seul et je me suis dit, j'étais dans cette quête au début de combler ce manque d'amour. Et puis à un moment, tu te dis, en fait, c'est cool avec Wham. C'est pas mal. Puis, c'est le déclencheur de Enfin Moi ou pas? C'est le déclencheur d'Enfin Moi, bien évidemment. Okay. C'est-à-dire que moi, je procrastinais beaucoup en me disant, ouais, pour l'instant, le spectacle, il tourne, il n'y a pas besoin. Puis à un moment, tu joues tous les soirs, tu écris des trucs nouveaux parce qu'ils sont dictés par aussi tes changements. Et à un moment, tu te dis, ça. Et au début, le spectacle devait s'appeler Bavard. Tiens, c'est bizarre. Et ma prod me dit, écoute, c'est pas mal, hein, c'est très représentatif, mais finalement, c'est qu'un de tes aspects, positif ou négatif, mais c'est qu'un de tes aspects, et je suis pas sûr que ce soit très commercial. Et en fait, un jour, il y a
dans une conversation, il y a l'attaque, ouais, tu vois, mais dans ce spectacle, je veux être enfin moi, je veux être parler comme je veux, utiliser les mots que je veux. Donc, tu vois, le spectacle, je l'écris seul, tout est tout seul dessus. T'as tout écrit tout seul. Et puis, je dis, et en fait, le enfin moi, c'est imposé. Et tu te dis, et il a dirigé finalement la structure du truc. Et tu te dis, ouais, je me sens pas mal là. Je sais que tous les choix que je fais, ils sont positifs. J'ai un ami à moi qui s'appelle Jordan. Sa phrase, elle est très simple. Ma vie, elle est à ce niveau-là. Tout ce qui rentre dans ma vie doit soit me maintenir à ce niveau-là, soit m'emmener au-dessus. Si c'est pas le cas... Jordan, c'est le gars qui a mal au dos? C'est le gars qui a mal au dos, qui m'a appelé. Allô, je suis bloqué, je peux venir Quand demain? t'étais ostéo avant Ouais, lui, il le sait, j'ai remis bien des fois. Mais c'est vraiment ce truc de... en fait, pourquoi est-ce qu'on s'oblige à s'imposer des choses qui nous ralentissent, nous font mal, etc. Parce que c'est une habitude, parce qu'on n'a pas envie de blesser, parce qu'on n'a pas envie, etc. Et à un moment, tu te dis, oui, mais la seule personne avec qui je vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à mes derniers jours, c'est moi. Et si je ne m'entends pas avec moi-même et je ne suis pas en accord avec moi-même tous les jours, c'est chiant, quoi. Compliqué. Et puis tu vis dans une espèce de petite culpabilité, de regret permanent. Ouais. Alors que si tous les jours, les choix que tu fais, tu te dis, non, en fait, ces choix-là me maintiennent heureux, ou en tout cas pas malheureux. Parce qu'il y a des fois où il faut accepter ça aussi, de dire tout ne peut pas être positif. Ouais. Tu te dis vas-y, c'est parti. Je préfère maintenant laisser couler les choses, tu vois, m'éloigner des choses ou faire des choix ou me séparer de gens ou accepter des gens qui s'en vont, quel que soit amoureusement, professionnellement, humainement, amicalement. Voilà. Justement, je ne sais pas si tu as répondu à la question tout à l'heure, mais je crois pas parce qu'on digresse vachement et c'est très bien. Ouais. Ton évolution vers toi-même, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont quitté ta vie? Pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est. Ou que toi, t'as viré en mode. Non. Trop, ça, voilà. Non, moi déjà, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de potes. De base. J'ai tendance à dire, j'ai un pote, j'ai un ami, etc. Ouais. Les vrais de vrais c'est de vrais de en vrais. fait, quelqu'un qui connaît du boulot. C'est ça. En fait, j'oublie de dire que c'est juste des connaissances, etc. Mais c'est juste que moi, si je t'aime bien, je t'aime bien. Tu vois. C'est-à-dire que là, si je passe un bon après-midi, je dirais ouais, j'ai un pote, il a un podcast, il est mortel, tu vois. Mais alors que je t'ai vu qu'une fois. Mais ça peut suffire à bien aimer quelqu'un et dire. Mais moi, ça me va en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que souvent les gens me disent ouais, mais il faut catégoriser, mettre les gens à leur bonne place et tout. Je m'en balèque en fait. J'avoue que j'ose pas le dire, mais c'est pas grave pour moi. C'est pas vital, c'est pas en train de modifier ma vie. Je préfère aimer un peu des gens et les traiter convenablement. Ouais, bien sûr. Mais mes vrais potes, c'est les seuls à qui, quand j'ai un souci, je prends le téléphone et je les appelle. Et mes vrais potes, ils sont 4 ou 5. Je les vois pas souvent. Je les vois même très rarement. Ouais, bien sûr. Mais on s'appelle, on se voit. On s'est quitté il y a 17 minutes. C'est ça. Et en fait, tout va bien. C'est ces rares personnes dans ma vie où tout va bien et j'ai jamais eu de soucis, tu vois. Donc oui, effectivement, là, j'ai fait le choix d'être seul sur tous les projets pro, machin, etc. J'ai toujours ma prod qui est avec moi, mais au moins, cet échec sera le mien, cette réussite sera la mienne. Mais elle sera à moi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et j'arrête de me cacher derrière des gens. Relire, écrire, etc. Tu fais vraiment ça tout seul. Terminé, ouais. C'est la chance. Terminé. Donc c'était le cas avant. Ouais, avant, j'avais un co-auteur qui écrivait beaucoup pour moi. J'avais ma metteuse en scène qui m'a tellement permis de devenir un comédien. Aujourd'hui, je peux dire que je suis comédien grâce à elle, parce qu'elle m'a appris à jouer. Alors, je sais pas forcément tout jouer parfaitement, mais au moins me jouer correctement. Mais il faut être accompagné. C'est-à-dire que c'est comme quand tu apprends à marcher à tous les âges de la vie. C'est quand même plus facile quand quelqu'un te tient la main, jusqu'au moment où tu peux lâcher cette main parce que tu as suffisamment confiance. Et le plus dur pour moi, ça a été ça. Ça a été de me faire confiance et de me dire, si les gens ils disent que ce que tu fais c'est cool, c'est peut-être parce que c'est cool, c'est pas juste pour te faire plaisir. Et il faut arrêter de se dénigrer aussi, et de se comparer, etc. Puis à un moment, tu te dis, écoute, moi ce que je fais, je trouve ça quand même cool. Ça plaît pas, c'est pas si grave en fait. T'as l'air donc vachement plus en phase avec ce que tu fais. Ouais. Pas par rapport à... Je ne te connais pas d'avant, mais en tout cas d'après ce que tu racontes. Est-ce que ça te facilite, c'est une question qui me vient comme ça, directement, vraiment, ça m'arrive, je te le donne tel que... Non. Dieu est avec toi. Ouais, exactement. Est-ce que ça te facilite la scène, l'entrée avant peut-être, ou pas du tout, t'as jamais été tracker Si, en fait, j'ai toujours eu le syndrome du bon élève et de l'imposteur. J'ai même pas posé la question. Non, mais comme beaucoup de gens, en fait, etc. Aujourd'hui, ça commence à se barrer. On l'aura toujours un peu parce qu'il y a aussi cette envie de bien faire. C'est comme on disait tout à l'heure,
il faut se contenter de ce qu'on a, mais il faut toujours viser plus haut, quoi. C'est-à-dire que si je me contente de ce que j'ai, finalement, je m'assois dans ce que je suis et je n'évolue plus. Et il faut quand même continuer cette démarche-là. Donc aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup moins ce symptôme-là, etc. Et surtout, j'ai accepté un truc, c'est de me dire, quand je vais jouer, principalement en comedy club, les gens qui sont là ne sont pas venus pour moi, ils sont venus voir un plateau. Moi, je fais partie des gens qui vont être là. Je vais rencontrer... Oui, tu fais beaucoup de plateaux. Ah, je fais énormément de plateaux, j'en fais... et encore, j'ai des collègues qui sont... pour moi, des professionnels. Déjà, moi, j'en fais... Des platistes. C'est pas du tout ça, des platautistes. Des platautistes. Des platautistes. Les platistes, c'est pas les mêmes gars. Non, les platautistes, ils considèrent que les salles sont rondes. Et les platistes, qui vraiment on joue à plein et qu'il n'y a pas de gravité. Les platistes, vous êtes fous. Voilà, c'est tout. Alors, si vous cherchez, il y a une vidéo d'un mec génial qui a fait une expérimentation parce qu'il voulait prouver que la Terre était plate. Avec des dinosaures. Il s'est rendu compte que la Terre était ronde et il a fait une vidéo pour dire comme quoi, des fois, dans la vie, on se trompe. C'est vrai ? Ouais. Et je te trouvais ça génial. Je dis, waouh, trop fort. Un mec qui accepte de se dire. Donc, il est platiste à la base. Platiste de fou. T'as son nom ou pas ? Non, il y a une vidéo, c'est un Américain, et vraiment, le mec, il fait une expérimentation pour voir, et il se rend compte que, putain, non, il va au pôle. Je crois que c'est Tanana, un platiste va en Antarctique et se rend compte que la Terre est ronde. Okay. Et le mec, il dit, non, excusez-moi, des fois, dans la vie, on se trompe. Tu m'as trompé. Mais c'est ça, en plus, c'est de dire, on se trompe, puis surtout, on ne peut pas détenir toutes les vérités. Alors moi, je suis un fan de sémantique générale, de Korzybski, d'Asimov, Korzybski, c'était Van Vogt qui avait écrit Le monde des non-aristotéliciens, etc. C'est mon premier bouquin de SF. Okay. Et dedans, tu as ça. C'est dans le fait de se dire que la réalité, c'est ce qu'on perçoit par nos sens et l'interprétation qu'on en fait. Donc ma réalité est différente de la tienne. Tu vois, là, actuellement, je vois pas la pièce de la même manière que tu la vois, et je vois des trucs que tu vois pas, et inversement. Et de se dire, on détient pas une vérité propre, quoi. Et puis surtout, putain, on n'a pas fini d'apprendre des trucs, donc il suffit qu'un mec te dise un truc, tu fais, ok, potentiellement, il a raison, et j'apprends à le faire. Parce que moi, des fois, je suis très, quand j'ai des certitudes, tu fais, et en fait, à un moment, tu dis, bon, ok, écoutons, et puis tout doucement, moi, j'apprends aussi ça à juste dire, ok, d'accord, j'entends ce que tu dis, laisse-moi digérer et tout, et puis peut-être on reprendra une conversation. C'est difficile à faire, ça, je trouve. Surtout moi qui suis un scientifique de base, qui fait des études médicales, donc on te bourre de cartésianisme et de certitude. Ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, je sais que j'ai encore ce défaut-là, d'aller très vite dans, si ça va pas avec mes idées, d'essayer de convaincre l'autre qu'il a pas... C'est ça. Et ça marche pas, en fait. Ouais. Ça marche pas parce qu'en plus, ça se trouve, c'est moi qui suis en train de dire une grosse merde. Sauf si on explique vraiment des faits scientifiques très carrés et démontrables, voilà. Et t'as même pas envie d'expliquer. Tu diras, il y a YouTube, va regarder des tutos et tu comprendras que la gravité, ça existe vraiment, quoi. Tu l'as vu, ce gars qui répond aux platistes avec des petits dinosaures et tout ? Ouais, il est génial. Trop marrant. Et puis c'est tellement... Il me fait rire. Des fois, t'es obligé de dire... c'est très dur de se dire, on est obligé d'infantiliser des gens pour dire... oubliez pas que quand tu avais 6 ans, ton référentiel, c'était pas le même qu'à 10 ans, qu'à 12, qu'à 15, voilà. Et moi, je sais que ma vie de 45, c'est pas du tout la même qu'à 44, à 43, 42. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Et heureusement, quoi. J'ai vu une autre vidéo on terminera peut-être après sur les platifs, je pense que c'est bon, mais comment il s'appelle ? Guillaume Play, qui a sur Legend, qui a reçu un gars. Tu l'as vu, ça ? Non, je t'avoue, je ne consomme pas. Je l'ai vu passer dans mon à force de scroller sur des machins, etc. Le même jour où je vois les dinosaures, je vois ce gars forcément qui revient à chaque fois, logique. Tu es tombé dans cette spirale infernale de je clique. Il est trop fort. Il est trop fort, avec les murs en glace et tout le bordel. Il y a plusieurs soleils. Bon, bref. Attends, c'est pas le mec qui a fait une vidéo qui dit que en fait il y a plusieurs terres qui sont entourées de glace, qui sont plates. Avec des murs tout autour. Ouais, ça j'ai vu passer aussi. En fait, t'as plein de terres. Il y a plusieurs terres, en fait. Ah putain, c'est ça. Celui-là, il est fort. Je sais pas si c'est le même gars, mais j'ai vu passer ce dont tu parles. Et j'ai regardé du coup quand même. Il a fait des images comme si c'était des images de la NASA. Il y a vraiment des gens qui vont y croire, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui. On dirait vraiment des images. C'est ça, j'ai vu passer. Où le mec il dit c'est des images que la NASA n'a jamais voulu vous montrer. Ouais, ta mère. Il y a un hacker qui a hacké la NASA. Il n'a pas autre chose à foutre. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, le hacker, il a attendu plusieurs années avant de vous les révéler, parce que sinon, on aurait su qu'il venait de hacker la NASA. Et moi, j'ai la vidéo maintenant. Ouais, parce que en fait, c'est mon beau-frère, le hacker. Tu te dis, pourquoi toi, tu l'as ? Pourquoi toi, tu l'as ? Si lui, c'est un hacker international de haut niveau qui a pu hacker la NASA, ton niveau est tel que tu as pu récupérer son disque dur. C'est trop fort.
Bien joué, gars. Bien joué. Regarde, on te fait des applaudissements. Tu es un super héros. Tu es mythomane. Est-ce que Mythoman a une cape? Je ne sais pas. Est-ce que Mythoman a une cape? Je ne sais pas, mais c'est toi, Mytho 2.0. Tu peux nous le dire. Est-ce que Mythoman a une cape? Mais c'est très drôle. Non. Pas de cape. Pas de cape. Mais non, parce qu'après, il y a des avions, des hélices et tout le bordel. C'est une catastrophe. Ouais, bah oui, tu te fais happer. Superman, c'est comme ça qu'il se fera niquer, moi, je le sais. En parlant de costume, t'es passé sur scène, j'ai l'impression, vraiment d'un costume à un bombers. Ma tenue du quotidien. Non, l'affiche, c'est carrément une veste de travailleur japonais. En plus, très stylé. Et on a fait les recherches Google, parce que je l'ai acheté en fripe aussi. Et il y a un truc écrit sur la pochette, et je crois que c'est le nom du mec qui t'a fait de l'entreprise. Ah ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis, je vends un magicien, on va rentrer dans les codes du magicien. Et j'ai fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire que je te jure, il y a des archives de moi en... avec un costume très très chum sur scène. Il y a eu un an où je me suis vraiment cherché. Et en fait, quand tout d'un coup, je me suis retrouvé dans ce costard là que j'ai actuellement, je me suis dit, wow, quand même, tu peux être beau gosse quand tu veux. Donc, petit costume, cintré, serré, petite chemise blanche et tout. Et puis, en fait, quand j'allais. Je suis allé jusqu'à 3 pièces. Et là, le fait de jouer en comedy club, où je m'habille quand même quand je vais jouer en comedy club. J'estime que quand tu vas jouer. C'est bien de s'habiller. En fait, bravo. Déjà. Je trouve pas les comédie clubs nudistes qu'on m'avait vendus. Cap d'Agde, ça existe un comédie club nudiste ou pas? Je pense que ça existe. Ouais. Il y a du théâtre nudiste. Donc, oui. Il y a une nana qui s'appelle Ursula Martinez, qui n'est pas de ma famille, mais qui fait un spectacle de magie où elle fait disparaître. C'est inspiré d'un magicien français qui s'appelle Otto Vesely, qui fait ça avec une cigarette, où il fait disparaître une cigarette. Et il dit, pensez que c'est dans ma veste, il enlève la veste. Pensez que c'est dans ma chemise, et il finit à Walp et il fait quand même disparaître la cigarette. Et elle fait pareil, elle fait disparaître un foulard. Et le final, oulala, que c'est classe, elle sort, elle fait réapparaître le foulard nu en le ressortant de son anatomie. Et, de la bouche donc. Et chacun je sens qu'il y a des gens qui vont faire Ursula Martinez foulard. Et en fait elle explique qu'elle n'a eu aucun souci avec cette nudité parce que ses parents font du théâtre nudiste, et c'est quand je vois ça je dis du quoi, ça existe? Et en fait, oui. Pourquoi? Enfin, je veux dire, une bonne pièce de théâtre, c'est pas les vêtements qui font tout, quoi. Donc, c'est pas les vêtements qui font tout. Superman n'a qu'à bien se tenir. Superman à Walp, je pense qu'il est pareil que 100. Hein. C'est juste que je crois que. Il est encore plus sexy. Pour les gens qui trouvent ça Henri sexy. Cavill, je sais, à mon avis, torse nu ou à poil. L'ami Henri Cavill, il envoie du bois. En parlant de super-héros, là, pour le coup, pas dans la vraie vie. Si tu devais avoir un super pouvoir, là, du coup, libre à ton imaginaire, ce serait quoi? Un pouvoir magique? La téléportation. Ouais. Pourquoi? Pour ne plus avoir cette excuse de tu es trop loin pour que je te voie. Oh, ok. Voilà, auprès de qui que ce soit. J'ai envie de voir quelqu'un. Tu penses à quelqu'un en particulier ou plein de gens qui sont loin. Un exemple tout simple, juste mes enfants, que je vois moins parce qu'ils sont grands, en fait. Maintenant, ils ont leur vie et tout. Et des fois, c'est ça. C'est des adultes. Il y en a un qui a 20 et mon fils a 20, l'autre a 17. 47, mais c'est lui qui m'a adopté à la base. Mais il a dit je serai ton père. Mais il y a ce côté-là, et puis aussi le côté gain de temps. C'est-à-dire que je rentabiliserai encore plus mes journées. C'est-à-dire que, tu vois, on a fini nos trucs, boum, je suis chez moi, je fais une mini-sieste, boum, je peux aller écrire dans un bar, boum. T'écris dans les bars? Non, c'est un mythe, ça. Moi, je fais pas partie de ces gens qui se posent à une terrasse de café pour observer le monde, parce que déjà c'est cher les cafés à Paris. Et non, moi je vais avoir des idées que je vais noter prime abord, premier truc, soit dans un carnet que j'ai sur moi si je l'ai passé dans mes notes. Je rentre chez moi, je remets tout sur un carnet, je refais du tri, mais j'aime le cocon de chez moi en fait. J'allais dire, t'as des notes dans ton téléphone? Ouais. Est-ce que tu veux nous en lire une ou deux? Alors, il est là-bas, faut récupérer mon téléphone, et tout. T'es pas obligé, hein. Pendant ce temps-là, je vais pas tenu, hein. Si, ça me dérange pas. Alors, chante une chanson. Non, pas du tout. Parce qu'il paraît que je chante très très mal. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. C'est moi, j'ai une maladie incroyable. C'est que dès que je suis à peu près bien avec quelqu'un ou dans un cadre, je chantonne. C'est une marque pour moi de bonheur et de plénitude. Ma compagne actuelle, elle déteste parce que je chante que de la merde. Ouais, je vais me mettre à chantonner des trucs et tout. Moi, j'avais une copine qui, quand on s'embrassait,
Et elle chantonnait aussi en même temps. Elle chantonnait. C'était très étrange. Ah, je sens que j'ai un livreur Amazon qui a essayé de nous joindre pendant le truc. Toi aussi. Ouais, j'ai eu 4 appels, hein, donc c'est quand même il voulait absolument me dire ah, je peux mettre sur la boîte. Donc tu disais pardon ta copine. Non, c'est tout. Ouais. Il y avait pas il y a pas de mais follow. toi c'est cool. Juste on s'embrassait et... Plénitude. Moi je trouve qu'on a des petits trucs comme ça. Et moi la musique c'est un truc vraiment important. Et je me crois que le plus gros râteau qu'une meuf m'ait mis, c'était ma meuf il y a très longtemps. On est dans un ascenseur et une de mes chansons préférées que j'adore chanter, c'est Hotel California des Eagles. Ok. Tu veux qu'on la chante? Et vraiment, je suis dans l'ascenseur et je fais warm smell of colitas. Et ma meuf me regarde, elle fait putain, mais t'es vraiment chiant à toujours faire exprès de chanter faux juste pour m'emmerder, quoi. Alors que j'étais en train de donner le meilleur de moi-même. Vraiment, pour toi, là, t'étais à l'Olympia. Ouais, j'étais en train de chanter divinement. T'as joué à l'Olympia, j'ai vu. J'ai fait 2 fois l'Olympia. Première partie du point virgule il y a quelques années. Trop et bien. mon frérot Karim Duval m'a emmené quand il a fait son Olympia pour faire sa première partie. Ah, trop bien. J'ai vu passer ça rapidement tout à l'heure. C'était un bonheur. Je suis allé à l'Olympia la semaine dernière. Qu'est-ce que j'aime cette salle. C'est mythique. Qu'est-ce que j'aime cette salle. C'est un de mes rêves. Tu vois, là, je suis allé aider une pote sur un spectacle qu'elle faisait pour enfants avec un orchestre dans une salle. Et quand j'arrive là, le mec il me dit, tu te rends compte quand même que là, t'as Serge Gainsbourg qui a joué sur la scène où t'es, et t'as un tel, et toi t'es là, tu fais ah ouais, ok. Et j'ai eu ça à l'Olympia, parce que tu vois la génération et tout. Et j'ai été frappé par une sensation incroyable aux Folies Bergères. Ah. En fait, le hasard à nouveau, hasard à nouveau, je discute avec un mec un jour parce qu'il est fan. Pardon. C'est pas mes choix musicaux, mais je valide. À nouveau. Et en fait, je discute avec un mec sur les réseaux sociaux parce qu'on a des potes en commun et que le mec qui fait des bandes d'arcade. Et que moi, je suis un geek. Non. Et si, donc je fais on commence à discuter matos et tout, machin. Et puis un jour, il me dit ouais, il faut quand même que je vienne te voir en spectacle. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Lui, je sais qu'il est régisseur et tout. Puis en fait, un jour, il vient me voir au point virgule. Et je capte pas en fait que c'est lui qui attend à la fin. Et moi, je suis dans le speed, je dois prendre un taxi pour aller prendre un train, donc j'ai pas le temps de discuter avec les gens. Et le mec m'écrit en me disant au fait, c'était cool ton spectacle et tout. Je dis putain, t'es au spectacle, pourquoi tu m'as pas dit? Il me dit bah si, le mec qui attendait avec le chapeau, c'est moi. Il dit je t'ai pas reconnu. Il me dit c'est normal que tu m'aies pas reconnu, on s'est jamais vu de notre vie. Je dis putain, c'est vrai. Donc déjà, tu te dis ok, mémoire du gars. Et il me dit, je dis bon, je t'avais dit que si tu venais, on buvait un verre. Là, j'étais dans le speed. Quand est-ce que? Il me dit bah c'est soit demain, soit dans un mois et demi. Et je dis bah demain, parce que sinon on le fera jamais. Et elle me dit, rejoins-moi à côté des Folies Bergères. Quand tu es au niveau de l'entrée des artistes, tu m'appelles. Donc, je vais voir le mec. Il me dit, je te fais visiter un peu. Ils installaient un spectacle. Ouais. Et il me fait visiter les Folies Bergères. Et puis, à un moment, je me retrouve sur la scène. Il me dit, attends, bouge pas. Il me met juste 2-3 éclairages nickel. Et j'ai une sensation fabuleuse. Je suis au milieu de cette scène. Tu as le cadre des Folies Bergères. Tel truc que tu te dis, je jouerai là. Je sais pas quand, mais je jouerai là. Et je savais que ce serait pas Mytho qui viendrait là, mais le spectacle d'après sera un moment aux Folies Bergères. Tu l'as là? Ouais, enfin moi, il ira là-bas, c'est sûr. Je sais pas quand, comment, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que c'est une très grande salle. Mais elle fait combien? Tu vois, je le dis officiellement pour la première fois à haute voix, quelque part. J'espère qu'on ressortira cette archive en se disant, tu vois, je l'avais dit ce jour-là. Je sais plus. C'est moi, j'ai eu l'exclu. Ça fait plus de 1000 places. Ah ouais. Et vraiment. Je sais que ça sera. Ce jour-là, je savais que ça se ferait et j'avais la vision de ce sera ça. Tu vois, moi seul, un micro, quasiment pas de magie et vraiment des gens avec WAM, quoi. Trop bien. Et en fait, le mec, je lui dis par contre, peut-être que tu dois retourner bosser parce que sinon ils vont te défoncer un petit peu sur l'install là parce que tu me fais visiter, c'est gentil. Mais il dit ah non, mais t'as pas compris en fait, ici c'est chez WAM. J'ai ah ouais, non, mais j'avais pas compris du tout que c'était toi le régisseur général de cette salle etc. Mais et il me dit allez viens on va bouffer. Et moi quand tu me dis viens on va bouffer, tu deviens mon ami. Trop bien. Et je remercie ces gens qui ne mettent aucune attente et ne mettent aucune hiérarchie sur qui je suis, ce qu'ils font. Et en fait c'est les meilleurs moments pour moi. C'est là où j'ai rencontré les personnes qui ont été les plus fun dans ma vie, quoi. Et trop cool. Donc ça, c'était une anecdote. Alors, tu voulais que je lise? Trop bien. Non, je voulais pas, je te proposais. Est-ce que si tu avais envie de lire... Putain, qu'est-ce que j'ai comme van? Parce que j'ai un truc qui s'appelle van. C'est vrai. La première, quand j'ouvre, c'est je suis tellement poilu que mon chat est allergique à moi. Et quand ton chat tousse quand tu rentres dans une pièce, c'est flippant. Okay. Voilà, ça c'est la deuxième, c'est vous passez votre temps à expliquer à vos enfants qu'un inconnu qui vous propose des bonbons c'est un danger, un Halloween. Voilà, vous n'avez plus aucune cohérence. Vous les livrez chez eux.
Il y avait Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est des conneries. Dis ça à un mec coincé dans les bouchons. Tac, et après, et les dernières vannes que j'ai notées, parce que tu vois, ça fait, si je te le défile, j'ai de la matière. Faut les relire régulièrement, ces notes, parce que des fois, on a oublié des trucs. Tu oublies ce que t'as écrit. Putain. Les 2 dernières phrases, c'est sperme, test, gobelet. Et depuis que je suis chauve, il y a des destinations que je ne peux plus faire. Je ne peux plus aller en Turquie, parce que forcément, je n'y vais pas comme touriste. Mais ouais. Si tu poses le pied en Turquie, en fait, quand tu dis je vais en Turquie, le mec font okay. Allez, tu vas revenir dans 3 jours avec la tête toute rouge. Allez. Non, je veux juste aller voir les ruines. Oui, les ruines. C'est les ruines de tes cheveux. Les ruines de ton passé. Ou quand t'as 45 ans, tu reçois plus de pubs pour élargir ton pénis, mais plutôt des pubs pour l'assurance santé. Voilà. C'est des trucs que t'as mis dans le spectacle, ça ? C'est des trucs qui arriveront, quoi. Je pense qu'ils ont compris que j'avais pas besoin d'un pénis plus grand, mais d'un pénis qui puisse encore connaître une érection. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. Et en fait, ces trucs-là, après, tu essaies de les restructurer en disant, OK, mais des fois, tu te dis, OK, cette vanne-là, est-ce que je peux en faire quelque chose ou pas ? Et j'ai un set là où je me rappelle m'être réveillé en pleine nuit, 3 du mat. Je me dis, c'est génial, je prends mon tel, j'écris une demi-heure, vraiment une demi-heure et tout. Je dors dessus, je me lève, j'ai à ma meuf, putain, cette nuit-là, j'ai pondu un 5 minutes, ça va être une tuerie. Je lis, il n'y a pas un truc. Pas une vanne drôle, pas une vanne. Il n'y a rien. Tu fais, écoute, c'était tellement bien dans ma... Vous avez déjà remarqué je marche dans la rue et il y a des gens... Avec tous les pires codes du stand-up. Je le fais en Comedy Club. Ça vous est déjà arrivé ? En Comedy Club, je le fais maintenant. Je dis, putain, pardon, excusez-moi. On m'a dit que c'est un plateau de stand-up, donc je vais faire du stand-up. Par applaudissement dans la salle. Qui est infidèle ? Allez, personne n'applaudit jamais. Et voilà. Et tu te dis, par applaudissement, tout le monde fait ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un on en a fait une vanne. Mais c'est un vrai code intelligent. De dire, si tu dis aux gens levez la main, déjà je vous vois pas en fait, etc. Alors que par applaudissement, la salle entière peut avoir une perception de volume. Sinon on peut dire par cri d'animal. Ouais, mais bon. Oula. Ouais. Alors, une poule, ça passe, mais il y a certains cris d'animaux qui ont été bannis dans des stades. Voilà. Tu vois, j'avais même pas pensé. Tu vois mon esprit qui se méfie. J'avais même pas pensé. Qui se méfie de attention. Mais tu pourras en faire une vanne, dire, etc. Ne faites pas les singes. Ouais, mais là, le problème c'est qu'elle est trop. Là, tu leur dis trop. C'est vraiment trop. Alors, si j'étais noir, ne faites pas les singes. Surtout, ne faites pas les singes. Monsieur, ne faites pas les singes. Fin du spectacle. Fin du game. Fin de carrière. C'est pas que de spectacle, c'est fin de carrière. Fin de carrière immédiate. Ouais, c'est ça. Et c'est moi, c'est là où je me dis, j'ai la chance d'avoir. J'ai bien fait de pas me lancer moi dans ce stand-up, je pense. Non, parce que en fait, c'est juste, on a tous des vannes clichés un peu qui arrivent parce qu'elles sont sociétales et parce qu'on a vécu là-dessus. Tu vois, ma meuf m'a montré une pub pour Super Conquérant avec. C'est les cahiers là, les feuilles. Les cahiers. Et puis tu regardes 1983, le crayon Monsieur Mbala, le crayon noir. Et c'est un crayon noir avec un accent pas comme il faut, avec une tête pas comme il faut, avec non. Voilà. Non. Et je ne comprends même pas qu'à un moment. Et dans le fond, il y avait une boîte de Banania. Oui. Banania, il y a bon Banania, ça existe encore. Il y a encore des gens qui osent. Mais il n'y a pas écrit Yabon. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus écrit Yabon. Puis il n'y a plus la gueule du gars non plus. Moi, j'ai longtemps joué au boui-boui à Lyon. Et la devanture, c'était une tête d'artilleur. De tirailleur. Sénégalais. Artilleur, c'est un artilleur sénégalais. Et en fait, les gens venaient en nous disant super, d'accord, on mettez Yabon Banania sur votre vitrine, etc. Fait, non, en fait, c'est le clown chocolat. Donc, c'est un hommage justement au premier humoriste noir qui a eu cette opportunité et cette force de se dire je vais aller à l'encontre des choses. Et en plus ça s'appelait le boui-boui, donc les gens tout de suite alors ce qui est encore un autre truc, les mecs ont fait plein d'amalgames en disant c'est un lieu raciste. Tu fais bon ok, allez, laissez tomber en fait. Okay. Quand t'as pas de culture, oui, tu vas tout de suite sur des clichés, etc. C'est là que je dis, moi je suis très heureux que mes parents m'aient élevé dans une éducation plutôt ouverte de tout, communication à 100%, pas de sujet tabou, et puis des bonnes valeurs, quoi. Tu vois, on peut bravo, mais voilà. Les parents Martinez. Félicitations. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tu as beau avoir des bonnes valeurs, si les gens ont envie de mal interpréter ce que tu dis, ils le font. Oui, de toute façon, il y a des gars, c'est pas la peine.
Et puis Internet aujourd'hui, c'est un bousier vivant de gens qui n'ont que ça à foutre que de dire gauchias. Écoute, c'est une insulte d'être de gauche. Gauchias, ça me dérange. Ah ouais. En fait, si tu critiques les idées, t'es l'ennemi, quoi. T'es TDAH, gauchias TDAH, tous les trucs comme ça. T'es TDAH toi aussi? Puis moi, je suis un enfer. Moi, j'ai 45 ans, donc je suis quadra, blanc, 6. C'est Okami. C'est Okami. Je viens de renifler ma mort, vraiment. C'était une catastrophe. J'ai cru qu'un véhicule démarrait dans la pièce. Mais, je vais pas le couper. C'est ça, moi, je suis quadra, blanc, hétéro, 6, tout ce que tu veux. Moi, donc, je suis l'ennemi à abattre pour beaucoup de gens, en fait. Et c'est là où tu te dis, c'est pas grave. En fait, mais t'es chauve, alors ça va. Mais même le côté chauve, il y a des gens qui te disent il en manque un peu quand même. C'est-à-dire qu'on est plus. Voilà, il y a une migration qui s'est effectuée du haut vers le torse. Ouais. Et les épaules. Ils se mettent au chaud, vraiment. C'est ce que font les moutons, vraiment, sur cette période hivernale. Voilà. Sauf que moi, ils sont restés. Et en fait, c'est pareil. Tu vois, j'aurais pu vivre ça comme une fatalité. Et puis à un moment, tu te dis, vas-y, allez. 5000 balles la Turquie, 8,50€ un rasoir. Boum, hop, un petit rasoir. Allez. Terminé. Et puis en fait, on m'a fait ça va, ça te va bien, t'es quand même beau gosse comme ça. T'as l'air plus jeune. Voilà, la phrase qui a convaincu, c'est ça te rajeunit un peu quand même. Allez, ok, j'adopte. J'adopte ça. Vraiment. Hop, Bombers. J'ai perdu 5 ans au top. Ouais. Avant, les Bombers, c'était les manteaux des gars avec des battes de baseball, gars. Hein. Les shots, c'était les bombers shots et tout. Ouais, j'en ai eu parce qu'on disait toujours en plus celui-là il résiste au coup de couteau. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il peut pas être plutôt imperméable, s'il te plaît, parce qu'en fait moi il me fait moins intérieur orange et le côté bleu métallisé à l'extérieur là. Et c'était vraiment les skins qui mettaient beaucoup ça. Une année, je pars skins et les punks, quoi. Ouais, complètement. Je pars une année en stage de rugby à Toulouse et je pars avec mon truc là, mon shot. Et c'est l'année, je crois que c'est l'année où Jean-Marie Le Pen passe... 2002 ? Ouais. Et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de me raser le crâne la veille. Bonjour. Et moi, je m'en battais les couilles. Je m'en bats d'ailleurs toujours les couilles de la politique. Et du coup, je sortais avec mon... Et j'étais obligé de mettre un bandana, un machin, etc. Parce que les gens, tout le monde s'était retourné. J'étais avec toutes mes potes de rugby et tout, tu vois. Mais c'était dangereux. C'était dangereux. C'est vrai que c'est ouf. Et c'est-à-dire que moi, l'avantage, c'est que on a fait des vannes l'autre jour parce que j'ai un pote qui fait un moyen métrage. Il y avait grave des manifs en plus sur la place Rose et tout. Il y avait grave des manifs. C'est la période. Ça a été la période. Et toi, tu te dis, attendez, je vais rester à la maison. En fait, je vais regarder de la fenêtre. Et puis, catastrophe. Mais en fait, c'est marrant parce que tu te dis, c'est là où on fait des clichés qui sont assez réducteurs. C'est-à-dire que tu te dis, donc tous les mecs qui ont un shot et pas de cheveux, c'est des nazis. Alors que, non, beaucoup peut-être, mais pas tant que ça en fait. Tu vois. Les amalgames sont très, très compliqués. Ouais. C'est une folie. Un enfer. Moi, on a fait une vanne sur le fait que j'ai la tête rasée et la barbe longue. Et j'ai un pote qui tourne un moyen métrage. Et il me dit, écoute, j'ai 2 petits rôles à te coller, c'est vraiment, t'as 4 phrases. C'est soit tu viens et tu fais un psy, soit tu viens et tu fais un prêtre. Et je dis, le psy, c'est bon, tout le monde me le file en ce moment, vu que j'ai un peu la tête de Freud. Je dis, je vais prendre le prêtre. Donc, avec la tenue de prêtre, en fait, quand j'étais sur le tournage, je me suis dit, en fait, c'est génial, ma tronche, elle est cool. Et j'avais envie de créer un personnage qui est un mec qui a fait toutes les formations possibles. Et qui peut être religieux sur demande. C'est-à-dire qu'il a toutes les tenues rangées dans sa penderie, avec vraiment, tu vois, toutes les coiffes. Et il est calé sur toutes les religions. Et il dit, vous avez besoin pour une bar mitzvah? Allez, pas de problème. Vous avez besoin d'un petit baptême religieux? Allez, je serai là. Ça peut faire un bon film. Puis surtout, j'ai une barbe qui peut vraiment s'adapter avec barbe, tête rasée. Tu peux très bien être musulman. Tu rajoutes vraiment des papillotes, etc. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ces petites guirlandes de cheveux latérales. Tu te dis, tu peux rentrer dans une autre catégorie. Tu peux tout faire en fait. Mais je dis c'est fou comme un physique religieux sur demande. C'est ça. Mais moi je trouvais ça drôle. Le mec il dit allez, tu sais le mec il a pas de taf. Très marrant. C'est un mec qui a pas de taf et qui se dit la religion quand même. J'ai vu combien ça palpait de faire toutes les cérémonies et tout machin, les mariages. Et le mec il a toutes les tenues. Il fait non, vous inquiétez pas, je suis formé à tout, j'ai été validé par tout le monde. Puis j'ai mon permis. C'est ça. C'est un mec il est multidieu quoi. C'est ça, multidieu. Polythéiste. C'est polythéiste. Et voilà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Deuxième partie la semaine prochaine avec François Martinez toujours. Qu'est-ce qui jacte ce François Martinez? Bon bref,
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Bon matin, bon matin. Et les gens qui disent bon matin, mourrez pas parce qu'on souhaite pas la mort des gens. Mais voilà. Les gens qui disent bon matin, c'est les gens qui font de la SMR. Oh là là, je vais me couper d'une partie de mon audience gigantesque en plus. Pas du tout. On vous aime tous, je vous aime tous, sauf les connards. Allez, bisous.